Donc, je rappelle à tous ceux qui nous suivent qu'il est possible de nous suivre aussi sur Facebook, sur YouTube. Nous sommes en live. Nous sommes aussi sur la chaîne TV Shingiti, donc Shingiti TV en Mauritanie. Donc, si vous souhaitez poser vos questions, nous allons les recevoir maintenant. Notre collègue Salaba du CCME va préparer une série de questions. Tout le monde peut intervenir, tout le monde a le droit d'intervenir, tout le monde a le devoir d'intervenir, surtout les jeunes, nous souhaitons, nous espérons, mais pas seulement. Et puis voilà, Monsieur le ministre se fera le devoir de répondre à vos questions. Donc, Salaba, s'il y a des questions déjà disponibles, nous les prenons. Juste une petite précision, Monsieur le ministre, nous ne vous avons pas éjecté du CCME par plaisir. Vous êtes effectivement un éminent membre du CCME, mais c'est surtout pour ne pas vous gêner qu'on s'est dit que bon, on va discuter ça. Abdoulaye, je te dis le secret, c'est parce que je n'ai pas payé, c'est tout. Voilà. Non. C'est pour ne pas vous mettre mal à l'aise. Mais vous reviendrez, nous espérons le plus tard possible, une fois que vous aurez fini votre mission au ministère, et nous l'espérons la plus longue possible, parce que ce que vous nous avez montré là démontre vraiment à souhait que le problème est pris vraiment à bras le corps, parce que c'est vraiment, c'est pas de la langue de bois, et ça c'est le Talib que nous connaissons, comme nous disons, et c'est pas quelqu'un qui parle à son collègue ou à un ami. Donc Salah, si on a des questions, oui, j'en ai vu beaucoup. Il y en a beaucoup aussi qui ont soulevé des, on va dire, des revendications ou des points. On va les prendre. Si Salah est prête, donc je l'attends juste. Est-ce que ça... Voilà, Salah est là. Voilà, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous retrouver, Monsieur le ministre. Donc, nous avons une série de questions. Nous allons commencer par peut-être une série de 5 questions. La première question est de Monsieur Sidi Khalifa, qu'il adresse, il a été spécifique au CCM, donc les membres du CCM, soyez prêts. Il parle de la décentralisation et le développement local. Qui devient en fait des choix irréversibles en Mauritanie, et en temps de pandémie, ce choix est encore plus opportun. Et il demande en quoi le CCME peut contribuer au terme d'opportunités d'emplois locaux en partenariat avec le ministère de l'Emploi et les collectivités locales, en lien avec les réseaux auxquels ont accès les cadres du CCME. Monsieur Bakary Gueye, lui, il demande, sa question s'adresse au ministre directement, il demande si la Mauritanie fait face aujourd'hui à un chômage préoccupant des jeunes, le ministère de l'Emploi s'active à apporter les solutions. Seulement, cela nécessitera de gros financements, et il se demande est-ce que la Mauritanie, dans ce contexte actuel difficile, a les moyens de sa politique. Et par ailleurs, il dit qu'il y a une coordination entre le ministère de l'Emploi et celui de l'Éducation pour garantir cette adéquation entre la formation et l'emploi. Existe-t-elle cette coordination réellement? Donc, voilà un peu les 3 questions. Je vais aller avec 5 questions. L'autre question est de Henda, je crois que c'est notre collègue qui est à la banque. Il dit quand le gouvernement actuel compte commencer à se focaliser sur les compétences de la personne pour son choix, pour un poste non politique et non pas sur tout autre critère. Monsieur, une question à Moussa Bachili. Quel est le regard que vous avez sur l'approche actuelle en matière de politique de l'emploi en Mauritanie? Je crois que ça me fait une série de... Ça fait 4 questions, je pense. Une autre question adressée au ministre, ne faudrait-il pas repenser la stratégie de promotion de l'emploi à travers la création de centres d'incubation des projets, de la phase de démarrage du projet à sa création et à sa mise en œuvre? Voilà, je crois, ces séries de questions, Abdoulaye, peut-être commencer par ces 5 questions, le temps de prendre connaissance des questions suivantes. À vous. Merci. Merci, Dr Salah Ndungouba, qui est membre du CCME, qui est basé aujourd'hui à Ouagadougou, où on mange du bon poulet braisé ou de la pintade braisée. La parole est maintenant à Monsieur le ministre
Si vous voulez commencer, ou alors à moins que Moussa ne souhaite se lancer en premier. Comment vous vous organisez? Qui souhaite se lancer en premier? Moussa peut commencer. Très bien. Moussa. Moussa Bachiliba, le CCME et la décentralisation. Que peut faire le CCME en tenant compte des réseaux et des outils dont nous disposons? Moussa, est-ce que Moussa est prêt? Voilà, Moussa. Et Moussa est un expert aussi en matière de développement local et de décentralisation. Le micro de Moussa étant fermé, je vais lui demander. Voilà, merci. Bon. Très bien. OK, pour la question de la décentralisation, j'ai vu que dans la stratégie actuelle, pilotée par Taleb, il y a effectivement un axe sur la territorialisation de l'emploi. Elle est prévue dans la stratégie, mais je crois que la question était double. On vient d'adopter une stratégie sur la décentralisation. Moi, ce que je voulais faire comme suggestion, c'est en vérité essayer de voir comment on peut engager une gouvernance décentralisée de l'emploi. Je m'explique. C'est-à-dire que si on n'intègre pas la question de l'emploi dans les compétences de la commune ou du conseil régional, on va rester sur des projets ad hoc, c'est-à-dire qu'ils ne feront que des projets qui vont venir de l'extérieur, alors qu'il faudrait exploiter dans chaque wilaya les vocations dominantes de la wilaya et les niches que porte cette vocation dominante en termes d'emploi. Donc, c'est un travail qu'il faut effectivement articuler entre la stratégie de l'emploi et la stratégie sur la décentralisation, et plus loin, sur l'élaboration du code des collectivités, pour qu'on ait réellement une responsabilisation des communes et des conseils régionaux. Je crois que c'est très important, parce que c'est à ce niveau aussi qu'on peut améliorer, parce que le maire ou le président du conseil régional, chacun a un outil de planification. Il faudrait que dans ces outils, on retrouve effectivement ce secteur emploi. Et ce secteur emploi ne sera pas approché en tant qu'emploi, mais il va suivre l'approche multisectorielle qui est prévue dans la stratégie actuellement. Deuxième volet, c'est qu'est-ce que peut faire, je crois, le CCME. Je pense que le CCME, comme l'avait rappelé Mamadou Barrow, se veut effectivement un centre de réflexion. Je pense qu'il peut aider effectivement à réfléchir sur tous tes problèmes et voir quelles sont les expériences qui sont ailleurs que la Mauritanie pourrait effectivement, dont la Mauritanie pourrait s'inspirer. Ça, donc, c'est sur la question de la décentralisation. Je crois qu'il y avait une autre question qui m'interpellait directement sur ce que je pense de la politique de l'emploi actuellement. Oui. Je pense, oui, c'est ça, Ablaye? Oui, c'est ça, c'est bien ça. Donc, sur la politique de l'emploi, moi, je vois que dans la stratégie actuelle, et suivant la SCAP d'ailleurs, qui était prévue dans la SCAP, ce qu'on n'a plus une approche sectorielle de l'emploi. La stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, qui remplace le CSLP, le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, et dont l'horizon est 2030. Donc, il intègre en vérité, et ça, je crois que Taleb sera d'accord avec moi, la SCAP fait l'objet d'une loi d'orientation. Donc, c'est un outil qui s'impose au gouvernement en tant qu'outil de planification. Et donc, la stratégie sur l'emploi est un dérivé de la SCAP. Donc, si on veut avoir une approche, c'est qu'effectivement, on n'a plus une approche sectorielle, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement le ministère de l'Emploi qui va s'occuper de l'emploi, mais tous les secteurs doivent voir quelles sont les niches d'emploi qui peuvent être mises à disposition, y compris, et donc là, Ablaye, ça peut reprendre un peu ta question sur les emplois bleus et verts. Normalement, le ministère en charge de l'environnement et du développement durable doit être un leader pour indiquer au ministère de l'Emploi quelles sont les niches qui peuvent être portées. La difficulté qu'il y a dans cette politique, c'est le dialogue intersectoriel. Nous avons des capacités très faibles de dialogue parce que chaque secteur, effectivement, veut capter des ressources et veut s'asseoir sur ces ressources. Donc ça, c'est la difficulté. C'est pourquoi il faudrait un arbitre extérieur qui permette effectivement, pour pousser le gouvernement à aller sur ce dialogue-là. Et cet arbitre-là, ça peut être d'une part la société civile, si elle est bien organisée, et ça peut être aussi les collectivités territoriales qui peuvent effectivement amener chaque ministre à être le plus transparent possible par rapport à ses engagements, par rapport à son plan d'action, etc. La troisième chose, et je vais m'arrêter là, c'est que
le programme qui est envisagé dans le cadre de la stratégie actuelle est intéressant en ce sens que c'est un programme qui sera un budget programme, c'est-à-dire que conformément à la révision de la loi d'orientation sur les lois de finances, à l'avenir très proche, je pense qu'on avait donné deux ans de délai, ça je parle sous le contrôle de Taleb parce qu'il est au gouvernement, on avait donné un délai de 2 ans pour que la loi de finances à l'avenir soit présentée et annexer tous les programmes qui doivent être financés. Donc ça rehausse un peu le seuil de transparence, en tout cas par rapport au travail, parce qu'avant on avait des budgets muets, et maintenant nous allons avoir des budgets plus parlants parce qu'ils sont annexés les programmes. Voilà ce que je pense de la politique. Merci. Merci, Dr Moussa Bathily-Ba. Est-ce que Taleb est prêt? Voilà, à vous. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je voulais juste peut-être rajouter un tout petit peu à ce que Moussa avait dit en ce qui concerne donc, la territorialisation. Effectivement, ça fait partie donc, de notre stratégie. Nous avons d'ailleurs, la territorialisation pour nous, nous l'avons mis dans un cadre beaucoup plus global de réforme donc, des espaces jeunes. Enfin, vous savez, on avait ce qu'on appelait les maisons de jeunes avant. Nous les avons restructurés donc pour devenir des hommes et des espaces jeunes qui vont comporter des guichets emploi. Et donc, dans le cadre de la décentralisation de l'emploi, nous sommes en train de déployer des guichets emploi dans toutes les wilayas. C'est-à-dire que dans chaque région, il y aura au niveau des espaces jeunes un guichet emploi qui va véritablement s'occuper des questions de l'emploi au niveau donc, local. Effectivement, l'implication, comme vous l'avez dit, que c'est bien des communes que des conseils régionaux est pour nous primordial. Nous l'avons déjà commencé dans le cadre du PROPEP, c'est-à-dire dans le cadre du programme présidentiel élargi, au niveau comment on appelle, c'est-à-dire le triangle, excusez-moi, donc le triangle de l'espoir qui va d'Omboud jusqu'à Bakéol. Dans notre politique d'identification, nous l'avons fait d'identification non seulement des niches, mais également des bénéficiaires. Nous l'avons fait étroitement avec les communes, mais également les conseils régionaux et donc l'administration décentralisée. Donc et l'expérience pour nous a été concluante parce que nous avons pu monter en quelques semaines un programme d'urgence qui va profiter à 960 bénéficiaires. Et donc, tout cela a été fait quasiment avec les élus locaux et l'administration locale. Donc, ça, pour nous, c'est important. Nous allons donc le généraliser au niveau donc, de l'ensemble, sur l'ensemble du territoire. Donc, maintenant, il y a deux questions, je pense, qui ont été directement donc, adressées. Je crois qu'il y a la question de Bakary Gueye. Donc, effectivement, vous l'avez dit, c'est une question véritablement pertinente. Est-ce que nous avons les moyens de notre politique? Actuellement, dans le cadre du PROPEP, le président de la République a été très clair. Donc, tout ce que les secteurs, tout ce que les départements vont donc asseoir comme stratégie, comme mettre en place comme programme, doit véritablement porter la question de l'emploi. Et c'est pour ça que je vous ai donné le chiffre de 52 000 emplois, parce que quand on a fait le décompte de tous ces programmes qui vont être mis en œuvre aussi bien par le département de l'emploi, de la jeunesse et des sports que par les autres départements, surtout l'agriculture, donc la pêche, etc. Et donc, nous avons vu qu'il y a quasiment 52 000 emplois, y compris les emplois verts, donc au niveau du ministère du Développement durable. Donc, ma collègue Mariam Pekai, nous sommes en train donc, de travailler effectivement sur donc, la possibilité de créer des emplois donc, dans ce domaine-là. Et les moyens financiers, effectivement, donc nous sommes. Il y a deux moyens, elles sont de deux ordres. Il y a ce que l'État donc va débloquer. Pour la première fois, nous avons deux fonds donc qui vont être mis en place. D'ailleurs, nous avons ouvert au niveau de la CDD, la Caisse de dépôt et de développement. Il y a un fonds pour l'emploi, un fonds spécial pour l'emploi qui a été mis en place. Nous commençons même à l'alimenter. Et il y a un fonds pour l'entrepreneuriat. Et ça, c'est important. Et ça va peut-être aider à répondre à la question posée. Je crois que je ne sais pas si c'est par mon ami Henda. Oui, c'est par moi. Oui, tout à fait. Henda a posé la question donc, de stratégie. Non, c'est pas Henda. C'est plutôt une autre personne, vous n'avez pas dit son nom, mais qui parlait de est-ce que nous avons une stratégie de promotion des centres d'incubation pour les promoteurs. Effectivement, ce fonds pour l'emploi, ce fonds pour l'entrepreneuriat va permettre véritablement de développer l'écosystème des entreprises, donc de l'entrepreneuriat en Mauritanie. Même sur le plan institutionnel, là, nous avons une mission donc, de l'Agence française pour le développement qui arrive
donc le 14 décembre, dans le cadre donc, du projet Meshroui Moustaqbali, donc qui, comme vous le savez, Meshroui Moustaqbali a une forte dimension donc, de création d'entreprises, surtout des PME, petites et moyennes entreprises, et des TPME, toutes petites et toutes et moyennes entreprises. Et donc, ce fonds va nous permettre véritablement donc, de voir de très près donc les difficultés auxquelles surtout les jeunes promoteurs sont confrontés, que ce soit donc pour essayer de mettre en place, par exemple, un fonds d'amorçage ou donc, jouer sur les difficultés au niveau de la fiscalité et tout cela. Donc, voilà, ça c'est pour en réponse à votre question, Patrick Gay. Nous avons donc deux outils, un fonds spécial pour l'emploi et un fonds pour l'entrepreneuriat. Donc, ça, c'est les efforts personnels donc, du gouvernement. Et de l'autre côté, c'est les financements extérieurs que nous sommes en train de mobiliser. Donc, nous avons la Banque mondiale dans le cadre du projet Employabilité Jeune, va débloquer sur les 5 prochaines années, je crois que c'est un don, c'est pas un prêt, hein, donc c'est un don de 40 millions de dollars, je crois. Donc, de 40 millions de dollars. Et donc, c'est un projet extrêmement important. Donc, dès la première année, c'est-à-dire qu'en 2021, donc, il va donner la possibilité à 8000 jeunes sans éducation et sans formation professionnelle d'avoir une perspective. Ensuite, celui de la Banque africaine pour le développement. Donc, nous sommes en train de préparer pour les jeunes au niveau de la région du Brakna. Il y a d'autres financements que nous sommes en train de mobiliser avec le ministère donc, de l'économie. Donc, je n'ai pas, je ne peux pas vous dire exactement la liste parce que nous sommes en train donc, de discuter. Voilà. Donc, ça, c'est pour la question donc, du fonds. Je crois qu'il y a une question qui a été posée, je ne sais pas si elle m'est directement adressée. Ça concerne les compétences non politiques, etc. Donc, je peux vous dire carrément que pour le gouvernement, donc, en tout cas, la vision du président de la République elle est très claire. C'est qu'il faut donner la chance à chaque Mauritanien selon ses compétences. Et éviter tout ce qu'on appelle les discriminations. Ça, pour nous, c'est fondamental. Ce pays ne peut pas être construit sur des bases de discrimination. Ce pays ne peut pas être construit sur le mensonge et il ne peut pas être construit aussi sur l'exclusion. Donc, la transparence pour nous est importante. Elle est aussi importante dans la gestion des finances publiques, dans le recrutement. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas si vous avez suivi donc, une communication qui a été présentée par le gouvernement sur la réforme de la Commission nationale des concours, je ne sais pas. Donc, la Commission nationale des concours donc, a été réformée donc, pour éviter donc, ce qu'on avait connu par le passé. Donc, voilà. Donc ça, c'est... Véritablement, on est dans cette tendance. Hein. Si vous regardez aussi même au niveau de la composition du gouvernement, donc, ce sont beaucoup de... Donc, c'est véritablement ce qui a été privilégié, ce sont les talents, ce sont les compétences. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais dire rapidement sur les questions qui ont été adressées. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Mamadou Barrow souhaite aussi réagir par rapport à la question qui interpelle le CCME. Monsieur Barrow. Merci. Vraiment, c'est notre frère Taleb a bien montré qu'il maîtrise ces dossiers et nous ne sommes pas surpris parce qu'on le savait. Je remarque bonjour à Cyril Khalifa, bon, qui est aussi un ancien, on a fait Dakar ensemble. C'est juste pour répondre à sa question par rapport à ce que le CCME pourrait éventuellement faire. Juste pour dire qu'il y a deux secteurs qui sont vitaux pour la Mauritanie, et c'est ceux de l'agriculture et de l'élevage. Bon, et je pense que pour ces deux secteurs-là, qui sont vraiment essentiels, et si on veut innover, et si on veut arriver à l'autosuffisance alimentaire en Mauritanie, régler les problèmes qu'il y a eu récemment de pénurie de fruits et légumes et tout ça, on sait que le potentiel existe aussi bien sur le plan naturel que sur le plan aussi humain. Donc, à ce niveau-là, en tout cas, nous invitons la diaspora mauritanienne aussi à investir dans ce domaine. Et quand on parle d'investissement, c'est investissement en termes d'idées, investissement aussi en termes de ressources financières éventuellement, mais aussi d'avoir des projets, d'aider les jeunes parce qu'il y a beaucoup d'expertise au niveau de la diaspora, et nous pouvons aider les jeunes à écrire des proposals, parce qu'on le fait souvent pour des organisations internationales et autres. Bon, pourquoi ne pas le faire pour nos propres jeunes? Je pense qu'on est volontaire pour le faire. Je remarque d'ailleurs déjà qu'il y a certains jeunes ici qui contribuent, qui donnent des cours à Nouakchott, un temps ici à l'étranger, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses que la diaspora pourrait faire dans ce domaine. Et nous sommes aussi très
nous pensons aussi que l'ouverture qui nous a été donnée récemment par le gouvernement actuel par rapport à la diaspora et son intérêt par rapport à cette diaspora, c'est des opportunités intéressantes qu'il faudrait saisir au rebond et essayer vraiment de contribuer parce que le potentiel est là. Nous avons des terres agricoles dans toutes les zones de la Mauritanie, du nord au sud. Nous avons de l'eau en abondance. On n'est pas trop nombreux, on est moins de 5 millions de personnes. Donc vraiment, c'est pour dire que c'est le moment de sortir un peu des canevas traditionnels là, et compter sur nos propres ressources. Quand je dis nos propres ressources, c'est-à-dire nous les Mauritaniens, essayer un peu de s'entendre autour de ça, oublier les choses qui sont secondaires là, et mettre l'accent vraiment sur le pays et sur son émergence. Et je pense que le CCME pourrait contribuer et commence déjà à contribuer dans ce domaine. C'est tout ce que je voulais. On est aussi ouvert. Vous avez nos informations. On essaie aussi de mettre en coordination toutes les parties prenantes, les jeunes, surtout, comme je l'ai dit au début, parce qu'en matière de théorie du changement, aujourd'hui, ce sur quoi les gens s'entendent, pas seulement en Mauritanie, mais aussi dans le monde, c'est que les principaux agents du changement à l'heure actuelle, surtout dans le contexte actuel du Covid, ce sont les jeunes. Et donc, c'est dire vraiment que c'est une puissance, c'est un potentiel important qui a besoin d'être actualisé. On a besoin aussi de faire le bilan des expériences passées. Il y a des actions qui ont eu lieu avant pour les projets des jeunes qui n'ont pas réussi. C'est bon aussi de voir pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faudrait changer, et ainsi de suite. Donc vraiment, la diaspora est prête et le CCM aussi est prêt à apporter sa contribution dans ce cadre-là. Merci à vous. Merci, professeur Barrot. Effectivement, il y a des compétences au CCME qui sont à la disposition de la Mauritanie. On l'a toujours dit, ce n'est pas un mystère. Je vois aussi notre collègue membre du CCME, Mokhtar Lam, qui a aussi une très longue et profonde expérience en matière de développement local, qui est allé prêter ses services, comme peut-être même tous les membres du CCME, à l'étranger et qui est disponible aussi. Le point qui a été soulevé par Mamadou Barrot pour les proposals, ça peut aussi être mis à la disposition du ministère lui-même pour l'aider à se structurer en sorte que les porteurs de projets puissent répondre aux appels qui se lancent au niveau international. Et il y en a énormément, des niches que nous ne partons pas chercher. Et la crise de Covid-19, d'ailleurs, ce qu'elle a soulevé comme point, c'est l'importance des circuits courts, de la production locale pour essayer de faire en sorte qu'on atteigne cette souveraineté alimentaire dont on parle souvent. Les terres qui sont disponibles dans la vallée, l'eau est disponible. On estime que jusqu'à 80% des eaux du fleuve Sénégal finissent dans l'océan sans avoir été exploitées. Donc, il y a des petites initiatives qui sont comme ça développées au niveau local, qui gagneraient à être développées, mais pour cela aussi, il faut que le dispositif de décentralisation en Mauritanie soit clarifié aussi et que les collectivités ou les structures décontractées et les structures décentralisées soient dotées de moyens en plus de leurs compétences. Donc, s'il y a d'autres questions, Salah et Moustapha Ould-Béchir, on les prend tout de suite. Sinon, j'enchaîne pour meubler les blancs en attendant que vous soyez prêts. En attendant... Moustapha. Oui, il y a beaucoup d'autres questions. Je vais enchaîner avec les questions. Je salue d'abord Talib, mon ami que je n'ai pas vu depuis très longtemps, ça fait plaisir. Donc, une première question de Joud Khalifa. Comment comptez-vous, Monsieur le ministre, assurer une équité pour ces jeunes qui sont en avance sur la masse au niveau de l'éducation et qui se voient forcés de s'expatrier et du coup se retrouvent en bas de l'échelle dans un autre pays? Le gap est immense entre ceux qui savent et ne savent pas, mais les chances sont infimes pour tous. Merci Moustapha, tout le plaisir. Abdoulaye, c'est bon, je peux y aller? Oui, c'est bon. C'est bon, tu peux y aller. La question... Ok, donc je continuerai après. Ok, donc la question de Sidi Khalifa, effectivement, elle est tout à fait... D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. C'est quelqu'un qui a, avec ses collègues, donc, qui ont d'excellentes idées, qui nous aident beaucoup. Je prends juste l'exemple de M. Moustarbeli quand on avait commencé. Et donc, avec les dysfonctionnements, donc tout de suite, ils nous ont interpellés en nous disant, donc, en nous montrant les dysfonctionnements. Et ça nous a permis donc, de préparer donc, la base de leur remarque, la deuxième phase. Donc, Khalifa Sidi, donc, il touche là vraiment un problème beaucoup plus transversal. Hein, c'est pas uniquement... C'est vrai, effectivement, quand on fait l'analyse au niveau donc, du désespoir et de la désillusion de nos jeunes, moi, j'ai dit,
quasiment depuis le déclenchement du processus démocratique et donc avec la politisation à outrance de la vie dans notre pays, les jeunes ont malheureusement été vraiment les parents pauvres de toutes les politiques de développement parce que à cause donc l'importance excessive qu'on a donnée au côté politique, à la dimension politique de la chose, on a véritablement oublié de s'intéresser, de s'occuper de notre jeunesse. Donc, je pense qu'effectivement, il y a le manque de perspective au niveau de l'emploi, donc la déscolarisation, donc un système éducatif qui est quasiment en panne depuis deux décennies, donc avec l'instabilité politique que nous avons connue à une certaine époque. Tout cela donc a poussé, et bien évidemment l'exclusion, donc les inégalités sociales qui ont explosé, et donc tout cela, c'est pas uniquement donc spécifique à la Mauritanie, c'est spécifique quasiment donc à tout le continent africain. Donc effectivement, beaucoup de gens ont été tentés donc de partir. Comment faire, comment les retenir, comment leur donner envie de rester dans leur pays? C'est véritablement par donc des politiques donc pour gommer les inégalités. C'est pas que ce soit au niveau de l'éducation, donc en leur donnant donc des meilleures écoles, en leur donnant donc envie de rester, en leur donnant donc une formation qui correspond, comme vous l'avez dit, donc aux attentes du marché, mais également au niveau donc des politiques d'insertion, au niveau des politiques de formation professionnelle, donc en créant des entreprises qui puissent donc les faire travailler, en les aidant à monter leurs projets, etc., etc. Donc, comme vous le savez, c'est vraiment une problématique très transversale qui touche malheureusement toute la jeunesse africaine, donc qui est gagnée donc, par le désespoir, parce qu'il n'y a pas de perspective économique ou parce qu'il y a donc des libertés qui sont... moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique, et ça, c'est pas vraiment pour vendre notre gouvernement, même si c'est mon rôle donc, aussi de le faire, mais c'est la réalité aussi. Je pense que si on regarde aujourd'hui, depuis l'arrivée, depuis notre arrivée au gouvernement, avec donc, la politique, la main tendue du président de la République à quasiment toutes les composantes de notre peuple, à toute la classe politique, donc je pense qu'il y a un contexte qui est là, qui permet, je le dis chaque fois aux jeunes, je le dis, saisissez l'opportunité qui vous a été offerte depuis quelques mois. Nous avons un président de la République qui ne fait pas de différence entre ceux qui ont voté pour lui et ceux qui n'ont pas voté pour lui. Un président donc, qui est un gouvernement véritablement donc, qui est à l'écoute des populations. Vous savez que nous sommes arrivés à un moment très difficile, à un moment où nous avons véritablement, je l'ai dit aussi aux jeunes, que ce soit par rapport au chômage ou autre, je le dis, écoutez, nous, on a pris, par exemple, moi j'ai pris avec mes collègues, avec mes collaborateurs, nous avons pris au ministère quasiment où il n'y avait qu'une seule activité, la journée nationale du sport. C'est tout ce qu'il y avait, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, Mehenti, M. Moustapbeli, donc le prophète, tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est des nouveaux projets que nous avons mis en place en quelques mois dans un contexte de Covid. En plein Covid, nous avons pu créer de l'emploi. En plein Covid, nous sommes en train donc de créer des infrastructures sportives, nous sommes en train de réhabiliter des infrastructures sportives, des stades, des espaces jeunes. En plein Covid, nous sommes en train donc de donner, donc de financer des projets pour les jeunes. Et je pense que c'est quelque chose quand même qu'il faudra reconnaître. Et donc, nous sommes en train donc en réalité de donner de nouvelles perspectives aux jeunes pour qu'ils aiment leur pays, qu'ils aiment rester. Je ne dis pas qu'ils n'aiment pas leur pays, mais qu'ils aiment rester dans leur pays. Je ne doute aucunement que les jeunes n'aiment pas leur pays. Et beaucoup, malheureusement, du fait de la désillusion, du fait qu'ils aient été exclus des politiques publiques, du fait qu'ils aient été privés de liberté, etc., ont donc été gagnés donc, pour aller à l'extérieur. Aujourd'hui, nous sommes dans une perspective, comme vous le savez, le volet social extrêmement important dans le programme du président de la République, gommer les inégalités. Moi, je rentre il y a quelques semaines, j'étais dans mon village où je suis né, donc le Cheb à 12 km de Kankossa, là où mes parents, il y a quelques années, sont partis parce qu'il n'y avait pas d'école, parce qu'il n'y avait pas de perspective pour nous là-bas, et parce qu'ils ne voulaient pas que nous perdions notre vie, et donc parce qu'il n'y avait pas d'école, etc., etc. Aujourd'hui, dans ce village, dans 7 mois, il y aura une école complète avec 8 classes, c'est-à-dire 2 classes supplémentaires, donc un poste de santé. Donc ils ont eu aussi tellement de grillages qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont le mettre. Donc du matériel pour faire de l'agriculture, pour exploiter l'oued qui est là-bas. De l'eau potable dans 2 mois, ils l'auront. Je veux dire par là, nous sommes en train quand même de travailler sur ce qui a fait toujours défaut dans ce pays, les inégalités sociales. Ce sont les inégalités et l'exclusion qui créent l'envie de sortir, de fuir le pays. Voilà, je ne veux pas, ce n'est pas le sujet véritablement de la discussion, mais j'aimerais quand même, je voulais juste profiter de la question qui a été posée pour l'introduire. Merci.
Merci, Monsieur le ministre. Ce n'est pas du tout hors sujet parce que parler de l'emploi pour les jeunes, c'est aussi voir comment les fixer dans les terroirs et sur le territoire. Ce n'est pas du tout hors sujet. Et bon, comme je parle aussi en communiquant, c'est bien de faire, mais c'est mieux de faire savoir aussi qu'on fait. S'il y a d'autres questions, je les prends tout de suite. Oui, je continue avec plusieurs questions. Il y en a encore beaucoup. Il y a la question de Abdul Khan. Juste une chose, avant que Moustapha Bantin continue, on reçoit énormément de questions parce qu'il y a des personnes qui nous suivent sur Chinguitti TV, d'autres qui nous suivent sur YouTube et sur Facebook qui n'arrivent donc pas à poser leurs questions ici, qui nous les envoient en privé. Ça là, je ne sais pas si tu en as reçu. Moi, j'en reçois énormément. Il avait été prévu qu'on consacre 90 minutes à cette conférence. Monsieur le ministre, je sens qu'on va largement les dépasser parce qu'il y a énormément de questions qui arrivent encore sur les autres canaux. Donc, moi aussi, j'en ai reçu énormément sur le WhatsApp et sur l'email. Mais là, j'ai dit en priorité les questions qui sont venues par le Q&A. Comme M. Abdul Khan dit, comment mieux corréler les conditions d'accès au centre de formation professionnelle avec les 3 principaux niveaux de décrochage scolaire. Le décrochage CM1, CM2, décrochage 3e lycée, collège, décrochage échec au bac. J'enchaîne avec une autre question de quelqu'un dont le nom n'est pas cité. Il a envoyé un numéro de téléphone. Notre stratégie et politique sectorielle, nos stratégies et politiques sectorielles sont toujours verticales et impliquent peu les parties prenantes, surtout les jeunes et les formateurs. Pensez-vous à l'avenir mettre en place un cadre de concertation pour un dialogue inclusif entre les acteurs permettant d'aboutir à des solutions concertées, servant d'aide à la décision plutôt de créer à tout azimut des programmes et projets qui n'ont jamais d'impact car non adaptés à notre contexte. Une autre question de notre ami Aïcha Liman. Pour les jeunes qui sortent des écoles, une chose importante est qu'ils puissent trouver un emploi. Ce qui se passe souvent, c'est qu'il faut avoir des connaissances bien placées pour trouver un emploi, aussi bien dans le public que dans le privé. Est-ce qu'il y a une stratégie du gouvernement pour assurer que tous les jeunes aient la même chance pour trouver un emploi? La question s'adresse bien à Monsieur le ministre, mais aussi à d'autres ministres, finances, fonction publique, etc. Donc, je m'arrête avec ces 3 questions. Il y en a encore, je pourrais continuer. J'ai reçu beaucoup de commentaires sur l'espace biodiversité, qui semble être un espace qui a été dédié à la biodiversité en Nouakchott et qui semble être unique et qui serait en train d'être transformé en infrastructure. Et donc, j'ai reçu des dizaines de messages sur mon mail et sur mon WhatsApp à propos de cet espace-là, Monsieur le ministre. Merci, Moustapha. J'en ai reçu aussi énormément et effectivement, pour ces questions, pour la question des emplois verts et bleus dont nous parlions tantôt, il serait bien, effectivement, une question précise que j'ai reçue sur ce point-là, c'est quel espace d'épanouissement prévoir justement aux jeunes, là où ils vont pouvoir se détendre aussi et être inspirés, là où les élèves pourraient éventuellement, surtout au fondamental, aller pour faire des classes nature, pour voir réellement qu'est-ce que c'est que la nature dont on parle exactement. Et cet espace biodiversité semble ne plus pouvoir être mis à leur disposition. Voilà, Monsieur le ministre, rapidement, si vous pouvez répondre à ça. Oui, merci beaucoup. Des questions vraiment pertinentes, assez rapidement. Donc, il y a eu une question qui avait été posée par rapport à l'accès au centre de formation scolaire et technique. Donc, malheureusement, mon collègue Mélanie n'est pas là, donc sinon, il aurait véritablement pu répondre directement à cette question. Mais je puis vous dire, pour parler, pour le connaître et pour travailler étroitement avec lui sur les questions de l'emploi, parce qu'il les porte à cœur. Il a une ambition véritablement, donc il a aussi la mission de le faire et les moyens de le faire, donc de faire de telle sorte qu'aucune personne dans notre pays ne soit laissée pour compte par rapport à la formation. Donc même au niveau de la qualité, nous sommes en train il est en train de travailler sur des systèmes de certification de la formation professionnelle, parce que l'une des grandes questions, l'un des grands défis que nous avons, nous avons des centres de formation, mais tout le monde sait que leur qualité est à questionner. Donc,
et Mélanie est en train véritablement de travailler sur la certification. Pour que véritablement les entreprises ne disent pas oui, ça c'est made in Mauritania, ça n'a pas de sens, etc. Voilà, sans pour autant beaucoup m'attarder sur la question, parce que je sais que Mélanie, vous aurez l'occasion d'avoir un webinaire spécial avec lui sur la question de la formation technique et professionnelle. Donc, il y a une question qui a été posée par rapport à la stratégie politique sectorielle, et le besoin d'inclure, que ce soit inclusif. Je peux vous dire que nous sommes en train, par exemple, actuellement de préparer une stratégie jeunesse 2020-2024. C'est une stratégie qui est totalement inclusive. Je pense même que nous avons, dans sa première partie, nous avons organisé une rencontre comme celle-ci en virtuel avec la diaspora. Et donc, beaucoup de jeunes dans la diaspora, aussi bien que les jeunes qui sont restés ici, ont eu l'occasion de s'exprimer sur cette stratégie que nous allons présenter dans les prochains jours, au cours d'un atelier. Nous sommes même en train de préparer une rencontre spéciale entre le président de la République et la jeunesse, pour une rencontre interactive, pour discuter de ce qui a été fait, mais également de ce qui n'a pas été fait. Donc, l'inclusion, je la prends, je la note. Si vous estimez que, de façon globale, ce que nous sommes en train de faire n'est pas exclusif, moi je peux passer le message, nous allons l'être beaucoup plus. Il y a une question au niveau qui a été posée par rapport aux jeunes sortant de l'école, l'adéquation. Je pense que c'est une... je ne sais pas si ça a trait à l'adéquation, y a-t-il une stratégie, une chance pour tous les jeunes? Là, je risque juste au risque de me répéter. La stratégie que nous sommes en train de mettre en place, c'est véritablement, pas uniquement au niveau de l'emploi, mais toutes les stratégies que nous sommes en train de mettre en place au niveau du gouvernement, ce sont des stratégies véritablement qui visent à inclure tous les Mauritaniens. Nous sommes conscients des défis, vraiment, nous le disons, nous sommes les premiers à reconnaître les défis que nous avons trouvés devant nous. Je rappelle simplement que nous avons véritablement hérité d'une situation très difficile. Il faut vraiment que nos compatriotes et les concitoyens le sachent. Nous essayons de faire le mieux, du mieux que nous pouvons, mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin de tout le monde. C'est pour ça que la question de l'inclusion, de l'accès pour tous est très importante pour nous. Donc, je ne sais pas, il y a une question qui a été posée par rapport aux espaces d'épanouissement. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau du département, quand nous sommes arrivés, quasiment la plupart des maisons des jeunes, ce qu'on appelle des maisons des jeunes et que nous avons transformées en espaces jeunes, ne sont pas fonctionnelles. Donc, elles sont en état totalement délabré. C'est comme les infrastructures sportives aussi, à part le stade de Cheikh Aoubodia et le stade olympique, quasiment toutes les infrastructures que nous avons sont en panne. Je prends l'exemple de Bogué. Bogué, ils ont un stade depuis 10 ans. C'est-à-dire que le taux d'exécution n'arrive pas à 45%. Le Célibabi, le stade de Cheikh Bani Haïdara, depuis quasiment 7 ans, il est au point mort. Nous l'avons avec la ministre, ma collègue de l'Habitat, donc Khadija Moutbou, que nous étions à Célibabi il y a 3 semaines, pour dire que ce stade doit finir. Et je suis content d'annoncer aux habitants du Dimara, Célibabi en particulier, que le stade Cheikh Bani Haïdara sera prêt au mois de mars avec une pelouse. Et donc, à Rosso, la même chose. À Rosso, maison des jeunes et stade olympique, des stades, donc depuis quasiment, il y a 2 stades, depuis 8 ans, il ne fonctionne pas. Le stade Ramadan, qui est mythique pour les gens de Rosso, il n'est pas fonctionnel. Nous sommes en train de terminer, nous venons de terminer l'étude pour véritablement, pour commencer à le construire. Donc, ma collègue m'a confirmé, l'étude finale pour le réhabiliter est bouclée quasiment, et j'espère qu'on va pouvoir, dès 2021, pouvoir le mettre en marche. Le stade PK7 au niveau de Rosso, il est dans le même état que celui de Bogué. Depuis quasiment 10 ans, il traîne. Ça aussi, ça renvoie à la faible capacité des entreprises. Donc, depuis quasiment la mort de la Mexique, quasiment, nous sommes dans une situation où de faiblesse des capacités de nos entreprises et donc une dégradation véritablement de l'état des infrastructures dans notre pays. Et donc, les maisons des jeunes, il y a quasiment très peu d'espace. Beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent sortir, veulent respirer un peu d'air, mais il n'y a pas d'espace pour eux. Et ça, c'est terrible. Donc, nous sommes en train, nous avons lancé depuis quelques mois une politique d'urgence de réhabilitation des espaces jeunes et des infrastructures sportives. Et j'espère qu'en tout cas, dans le courant de 2021, nous sommes même en train de penser à construire une salle omnisport, digne de ce nom,
comme ça existe dans l'industrie capitale. Et voilà, donc ça c'est pour ce qui concerne les espaces d'épanouissement. Monsieur le ministre, juste avant que nous passions à une autre question, vous avez parlé d'espace pour respirer justement. La question, elle portait sur ces espaces verts-là, surtout celui-là qui est au cœur de Nouakchott, qui sert donc de poumon à Nouakchott, donc le village de la biodiversité qui est aujourd'hui en train d'être démantelé. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Est-ce qu'il est possible encore de le maintenir pour qu'il puisse servir de classe nature, par exemple, aux jeunes écoliers, leur donner envie d'aller à l'école parce qu'ils vont y voir des choses concrètes qui ne sont pas que dans les manuels scolaires? Tout à fait, Abdoulaye, effectivement. Donc, sur cet espace, je ne pourrais malheureusement pas vous donner tout de suite la réponse parce qu'il ne dépend pas de mon autorité. Je vais passer le message à qui de droit. Donc, moi, je suis, donc, de toute façon, je peux être, donc, je partage votre point de vue, comme donc, tous les Mauritaniens, que nous avons besoin d'espace. Je ne sais pas véritablement autour de cette histoire. Je ne sais pas de quoi s'agit-il exactement. Pourquoi, donc, mais je peux vous dire que, en tout cas, je vais passer le message à qui de droit et si je peux véritablement influencer, pourquoi pas. Très bien. En tout cas, la question que j'avais à mon niveau, donc. Merci. Moussa Bachiliba, je suis sûr que tu dois avoir aussi des choses. On va te mettre en contribution. Oui, sur la question par rapport au décrochage fondamental et au niveau du bac. Je pense qu'effectivement, c'est une question très intéressante et c'est la mesure 4 que j'ai proposée, c'est d'offrir des opportunités de formation aux décrocheurs et aux non scolarisés. Alors, la modalité peut être assez différente par rapport à ces formations. Ça doit être des formations très courtes, professionnelles, mais très courtes, et des formations sans mur, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas s'imaginer aller construire des centres de formation pour ce niveau. Il faut plutôt travailler sur les concepts de compétences de vie courante. Parce que là, ça peut effectivement être des projets très rapides où on va prendre les gens qui sortent qui ont décroché dans le fondamental. Parce que ceux qui ont décroché au niveau du bac, ils peuvent aller sur la formation technique et professionnelle. S'ils ont le brevet, par exemple, ils peuvent aller faire un CAP, etc. Mais ceux qui décrochent avant le CM2, c'est le tiers des enfants qui entrent dans le cycle fondamental, ils doivent avoir des opportunités de formation. Et donc, ce qu'on fait généralement, c'est ce qu'on appelle la formation aux compétences de vie. Pour les non scolarisés, et ça c'est très important en Mauritanie, pour les non scolarisés, il leur faut aussi des opportunités et il faudrait passer par l'alphabétisation fonctionnelle pour les raccrocher aux formations, effectivement, aux compétences de vie. Je crois que la Mauritanie est en train de, je parle sous le couvert du ministre Taleb, je crois savoir qu'il y a un projet qui va être développé sur les compétences de vie en Mauritanie qui vise 35 000 jeunes. J'ai vu ça un peu passer. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Mais surtout, éviter l'approche construction des centres de formation parce que ça génère des coûts récurrents que personne ne va prendre en charge dès que le partenaire financier va se retirer. Il faut faire des choses vraiment de souveraineté et de fierté nationale. C'est-à-dire qu'il faudrait de plus en plus que nous puissions compter sur nous-mêmes, sur nos propres ressources et avoir en tout cas les projets les plus intelligents possibles pour qu'ils puissent répondre dans la durée. Sinon, bon, l'ANAPEJ, comme tu as dit Taleb, est là depuis 2005. La formation technique professionnelle en Mauritanie a fait l'objet de beaucoup de lois, de stratégies, etc., de fonds, etc. Donc, en tout cas, pour ce personnel-là qui va décrocher au niveau du fondamental, et ce sont eux qui sont majoritaires dans le chômage. Et ça, il faut le dire aussi. Ce sont eux qui sont majoritaires dans le chômage. Je ne parle pas alors de quelque chose de plus important, c'est les Mahadras. Les sortants de Mahadra. Les sortants de Mahadra ne sont pas pris en charge. Et c'est une masse importante. Il y a, je parle sous le couvert de Taleb, moi j'ai été impliqué pour évaluer 6 Mahadra appuyés par l'USAID, où on faisait de l'enseignement professionnel. Il y en a à Attar, il y a Nouakchott, il y a Rosso, il y a Kifa, il y a Kaïdi et il y avait Ayoun. Donc, mais c'est une offre de formation, l'enseignement originel de façon générale, Mahadra, école coranique. Nous avons des centaines de milliers d'enfants qui sont perdus de vue. Et donc, c'est vraiment une question de droit que ces enfants soient pris en charge. Et donc, cette branche de compétences de vie courante
est une possibilité qui permet effectivement de récupérer, c'est la seconde chance, l'école de la seconde chance, qui permet de récupérer et de sécuriser tous ces enfants sur des formations courtes. Il ne s'agit pas de faire des formations qui vont durer 4 ans, 5 ans, non, des formations très courtes, très pointues, sur la base d'identification des besoins de formation très précis et qui leur permettent, bon, bien sûr, la contrainte supérieure sur laquelle le gouvernement doit travailler, à mon avis, c'est le frein socioculturel. Le frein socioculturel n'est pas seulement porté par l'enfant, mais il est aussi porté par le ménage. Parce que chaque parent veut que son enfant soit effectivement, et ça c'est naturel, et en plus, ce que nous avons nos cultures et nos traditions qui font que, bon, il y a certains métiers qui ne sont pas valorisés, alors que, donc, bon, mais ça progresse quand même en Mauritanie, il faut le dire. Aller à la plage de Nouakchott aujourd'hui, il y a quelques années, c'était les femmes des pêcheurs Wolof qui vendaient les yaïboy. Les yaïboy, là. Aujourd'hui, c'est plus que les femmes Wolof. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture assez large. Mais ces femmes, il faut les soutenir. Il faut qu'elles accèdent à des lignes de crédit. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas alphabétisées qu'elles ne peuvent pas accéder à des lignes de crédit. Il faudrait donc vraiment innover à ce niveau-là et ouvrir. Encore une fois, la Mauritanie est un pays riche. Je vous remercie. Merci Moussa Bathiliba. Je vais me faire conseiller comme de vous deux, de Monsieur le ministre et de Moussa Bathiliba. Monsieur le ministre, si votre cravate pouvait sortir, ce serait très bien pour la caméra et pour la chaîne de télévision surtout. Moussa Bathiliba, pareil, donc si vous pouviez vous redresser un tout petit peu pour que votre image puisse être cadrée vraiment. Voilà, très bien. Il n'a pas de cravate, je sais qu'il est très décontracté, c'était pour le provoquer. Je sais bien, c'est pour, je l'ai dit pour pouvoir montrer que... Vous m'avez fait travailler samedi, donc je n'ai pas de cravate. C'est très bien. Non, c'est très bien comme ça. Voilà, merci. Ça, j'avais peur de le dire, mais c'est parce que je sais aussi que vous êtes avec des collaborateurs donc pour le masque. Salah Ngouba, est-ce qu'on est vraiment à court de temps? Il nous reste 10 minutes pour boucler les deux. Je pense qu'on a beaucoup de questions. On va aller par, comme on dit, par ordre d'arrivée. Je crois que le commentaire tout à l'heure de Moussa qui parlait de formation courte, il y a une question spécifique de Abou Bekri qui demande est-ce que les formations professionnelles qu'on octroie aux jeunes sont adaptées au marché. Il donne l'exemple, par exemple, de l'exploitation du gaz, où il pense qu'il faut créer des centres de formation sur le gaz et que ces formations soient de courte durée pour répondre vraiment aux besoins des firmes gazières qui sont installées en Mauritanie. Et M. Sarr Ibrahim, lui, il est le président des fédérations libres de la pêche artisanale. Je pense qu'il demande l'occasion de proposer des problèmes du secteur et des solutions pour le secteur de la pêche artisanale et côtière. Monsieur Hamadi Diop, lui, qui pense qu'on oublie souvent le tiers, qui est un grand pourvoyeur d'emplois, et ce secteur se retrouve entre le secteur public et le secteur privé, représentant environ 10% des emplois en France, et ça contribue à 10% du PIB. Donc, il se demande pourquoi ne pas exploiter ce secteur vraiment de l'économie sociale et solidaire. Je crois que ça me fait 3 questions. J'irai avec un lot de 5, et puis pour laisser le temps au ministre de répondre. Et l'autre question est relative à l'insertion technico-professionnelle. Monsieur Tijan Ouagé qui demande quelles sont les mesures et les stratégies qui sont mises en place pour l'insertion des jeunes talents de la diaspora, ayant effectué des hautes études supérieures pour servir la nation et éviter la fuite des cerveaux. Une dernière question from Dr Kodjoro. Il dit que le tissu productif mauritanien est constitué d'à peu près 90% de PME, PMI, avec une partie importante d'entreprises opérant dans le secteur de l'informel. Ne faudrait-il pas appuyer la transition de cette catégorie d'entreprises vers le formel? Je crois qu'après ces 5 questions, Abdoulaye, on peut arrêter là. Je pense qu'on ne va pas aller beaucoup plus loin. Est-ce que on a encore de la chance que Monsieur le ministre ne nous dise pas qu'il a été appelé ailleurs, ce qui risque d'arriver si on continue comme ça. Monsieur le ministre, la première question nous interpelle aussi par rapport à un point que vous aviez soulevé tantôt, le local content par rapport à ces entreprises-là dans le secteur minier ou des hydrocarbures.
La loi dit qu'il faut qu'un certain nombre de Mauritaniens soient impliqués dans ces emplois-là. Malheureusement, l'offre n'est pas à la hauteur. Donc, est-ce qu'on peut réadapter un peu ces formations-là afin qu'on puisse justement donner à ces opérateurs l'opportunité de remplir leurs obligations? On pourrait dire la même chose de la voirie et des réseaux divers, des formations pour tout ce qui est construction de routes, de bâtiments. À l'heure, vous en avez parlé. Est-ce qu'on peut réadapter donc à répondre à ces questions? Tout à fait. Merci beaucoup, effectivement. Merci. Il y a des questions donc, qui concernent donc, directement la formation professionnelle. Et, comme je vous l'ai dit, mon très cher ami Mélanine donc, devait être là, mais comme je vous l'ai dit, donc, il y a eu un contretemps. Je ne vais pas vraiment rentrer dans tout ce programme, mais donc, de ce que j'ai entendu de lui, donc, sachant qu'il prend à fond donc, ce dossier, je sais qu'il a une politique extrêmement ambitieuse, extrêmement importante, qui va beaucoup nous aider à donc, régler tous ces dysfonctionnements au niveau de la formation professionnelle en nous donnant vraiment un label donc, de certification internationale, donc, qui ne posera plus de doute. Hein. Donc, quelqu'un a posé la question par rapport au gaz, aux perspectives de gaz et tout ça, si nous sommes préparés. Donc, Mélanine, le ministre donc, de l'Éducation et de la Réforme et de la formation technique et professionnelle, donc, a entrepris une initiative donc, dans ce sens-là. Je crois qu'il y a donc, la mise en place, je ne sais pas si c'est une école ou en tout cas sur les métiers du gaz. Donc, c'est juste pour vous rassurer que le gouvernement travaille là-dessus. Mélanine ou Léhi travaille là-dessus. Effectivement, donc, l'objectif pour nous, c'est que les métiers du gaz, que le secteur du gaz et du pétrole ait les compétences nécessaires ici. Et donc, le ministre est en train de travailler là-dessus. Par rapport au local content, je vous ai dit tout à l'heure que Abdesalam, Mohamed Shah, le ministre des Mines, prend à bras le corps ce dossier. Donc, il est en train de travailler avec ses équipes et avec les autres secteurs, donc d'autres secteurs, sur une stratégie nationale du local content. Donc, il est extrêmement avancé sur ce dossier-là. Et donc, bien évidemment, dans ce local content, dans cette stratégie, les questions de transfert de compétences, d'adaptation, de réadaptation de la formation, tout cela sont clairement posées. Et je peux vous dire que même actuellement, nous sommes en discussion avec le secteur minier sur la nécessité, pour la demande des permis de travail pour les étrangers, que ces demandes soient désormais systématiquement accompagnées par des systèmes d'homologation. C'est-à-dire que si par exemple une entreprise arrive ici et qu'elle a besoin, qu'elle amène avec elle des étrangers qui travaillent sur des segments extrêmement très techniques, qui demandent véritablement une expertise pointue, technique, que nous n'avons pas en Mauritanie. L'idée, c'est que l'entreprise s'engage à prendre des stagiaires. Et ça peut véritablement répondre à une question qui a été posée sur la diaspora, sur quelle est la stratégie pour donner la chance à ceux qui sont à notre diaspora et qui sont dans les grandes écoles, comment ils peuvent avoir la chance de venir travailler ici. Ça, c'est par exemple des secteurs qui peuvent véritablement être bénéfiques. Et nous sommes en train de travailler sur une base de données qui va véritablement pouvoir nous donner la chance de savoir où sont les profils. Est-ce que ces profils existent ici ou ailleurs, ou est-ce que ces profils existent et comment on peut les mettre en relation avec les entreprises qui les demandent ici. Donc, une question qui a été posée par Sar Ibrahima, c'est, je pense, Sar Ibrahima, si j'avais je ne sais pas si vous pouvez donner vos contacts à Abdoulaye pour nous les partager. Donc, effectivement, sur la pêche artisanale, nous serions véritablement très intéressés par vous écouter, pour travailler avec vous directement sur des propositions. Effectivement, surtout à un moment où nous sommes en train de travailler sur des politiques sectorielles, qui nous permettent de comprendre chaque secteur, sa dynamique et son potentiel. Donc, il y a une question. Le tissu productif, je suis totalement d'accord, PME, PMI. Donc, comment on fait la transition vers l'informel. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la stratégie nationale de la stratégie nationale de l'économie sociale et solidaire, mais également du développement du secteur informel. Donc, avec le ministère de l'économie et des secteurs productifs, nous sommes en train de travailler vers la transition de l'économie informelle vers le formel. Vous l'avez bien souligné. Il y a beaucoup de défis là-dessus, mais notre objectif, c'est de pouvoir véritablement très avancer sur ce dossier. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions que je n'ai pas
Je ne sais pas. Voilà, donc je parlais de façon... Le tertiaire, je crois qu'il y a une question sur le tertiaire, c'est ça, non? Oui, c'est ça, je crois que j'ai répondu. Voilà. Voilà donc ce que je pouvais dire assez rapidement. Excusez-moi si j'ai omis de répondre à certaines questions. Oui, merci, Monsieur le Ministre. On sent que même la fatigue commence à arriver aussi. Bon, on va donc essayer de raccourcir. J'ai une question rapide en attendant que Moustapha se prépare. S'il a 2 ou 3 questions. Alors, si on peut, pour donner la chance à tout le monde, si on peut, les questions que vous avez reçues sur les autres canaux, si on peut en prendre une par communicant, par intervenant, Salah, Moustapha, donc une question chaque que vous avez reçue sur vos WhatsApp. Moi, j'en fais passer une. C'est Diallo Seydou qui demande, qui dit « Beaucoup de jeunes entrepreneurs ont subi les conséquences de la COVID-19 et n'ont pas vu l'aide de l'État. C'est le cas des restaurants, par exemple. Par ailleurs, les jeunes entrepreneurs qui veulent développer leur commerce se heurtent aux problèmes d'accès aux prêts qui sont exorbitants. Les banques ne financent pas l'entrepreneuriat et les impôts sont super élevés pour les primo-investisseurs. Monsieur le ministre, qu'est-il possible de faire dans ce domaine-là pour que l'épargne ou pour que le crédit soit accessible aux investisseurs, surtout les jeunes? En attendant, docteur Salah et Moustapha, vous vous préparez pour une question. Tout à fait. Donc, par rapport à cette question posée par Diallo Seydou, donc, je le salue au passage. Donc, effectivement, il y a un problème qui le Covid a véritablement perturbé donc, tout le tissu économique et les entrepreneurs, surtout donc les petites et moyennes entreprises, ont été les premiers à avoir été touchés. Le gouvernement, à travers le PROPEP, donc le programme prioritaire présidentiel, donc, a proposé des solutions. Nous sommes en train donc, nous allons les mettre en œuvre avec le patronat. Donc, ces solutions donc, portent essentiellement la relance de ces entreprises-là. Donc, il y a beaucoup de détails hein, donc, dans cette stratégie par rapport à dans la stratégie de relance. Je n'ai pas le temps donc, de revenir là-dessus. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pour les rassurer. Donc, ces entreprises qui ont été fortement impactées par le Covid, que ce soit le secteur de la restauration ou d'autres, donc ne sont pas oubliés dans le cadre donc, du PROPEP. Donc voilà. Je ne sais pas. Donc, mes collègues me disent qu'effectivement, il y a eu une journée d'échange effectivement avec les acteurs donc, du secteur de la microfinance, donc pour pouvoir et eux aussi donc proposer des solutions. Voilà, c'est juste pour vous dire que véritablement le PROPEP est l'outil que nous avons aujourd'hui, donc qui va permettre véritablement donc de relancer l'économie. Donc les entreprises et les secteurs qui ont été impactés donc, vont bénéficier donc, des fonds qui sont alloués dans le cadre donc, du PROPEP. Merci, monsieur le ministre. Moustapha Béchir. Oui, Abdoulaye, il y a une question qui est revenue plusieurs fois et qui semble être assez précise, relative au Coursera, qui serait pourquoi il ne marcherait pas, et à l'enseignement digital de façon générale. Je crois qu'elle vous est adressée directement, monsieur le ministre. L'enseignement en ligne éventuellement aussi. Oui, il dit le Coursera, pourquoi il ne marche pas. Donc, effectivement, Moustapha, vous avez raison tout à fait. En fait, il y a une initiative donc, qui s'appelle Temkin, hein, donc, dans le cadre de Mehenti, donc, que nous avons mis en place. Temkin, ce sont des jeunes Mauritaniens, donc la plupart d'entre eux étaient à l'extérieur, hein, comme vous, et donc qui sont très portés sur l'innovation technologique et qui sont partis donc, du constat, effectivement, que, comme on le disait tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de décrochés. Donc, pour leur donner donc, une seconde chance, ou bien, pas forcément des décrochés, mais il y a la question de l'inadéquation, c'est-à-dire les diplômés qui n'ont pas pu avoir donc, rapidement du travail, comment ils peuvent être requalifiés en s'orientant vers des secteurs beaucoup plus promoteurs, comme celui donc, des technologies nouvelles, donc l'informatique, les systèmes d'information, le big data, etc. Et donc, ces gens ont mis en place une initiative qui s'appelle Temkin. Et donc, ils ont négocié directement avec donc, des grandes plateformes comme Coursera et tout cela pour donner des cours en ligne gratuits. Et donc, ils ont lancé donc, en partenariat avec nous, il y a quelques semaines, donc des cours gratuits en ligne. Et donc, effectivement, moi-même, j'ai été approché par certains en disant que ça a été, donc ils ont eu des difficultés donc, pour continuer, ça a été arrêté, quelque chose comme ça. Donc, j'ai relancé
Temkin. Ils m'ont envoyé une réponse. J'avoue que je ne l'ai pas encore lu, hein, donc, parce que j'avais beaucoup de messages. Mais je sais que nous sommes en train donc, de trouver une solution pour voir donc, pourquoi ces cours ont arrêté. Et donc, l'idée pour nous, c'est de donner la possibilité à 10 000 jeunes Mauritaniens de pouvoir donc, bénéficier. Donc, voilà, je pense que nous avons eu 10 000 places. Ça, c'est une information donc, complémentaire qu'on vient donc, de me donner. 10 000 places de formation donc, nous ont été offertes par Coursera. Et jusqu'ici, il y a eu 3 700 formations. Et je pense que si le processus va continuer. Donc, voilà, tout ce que je peux dire, c'est que c'est juste un peu de patience pour qu'on puisse relancer donc, la deuxième vague de formation. Merci, Monsieur le ministre. Effectivement, en attendant que la machine puisse être huilée, une première expérience, est-ce que Salah est prête pour les questions? Et Monsieur le ministre, comme vous nous avez affiché en nous demandant de nous rapprocher de Sarr, il est là, il demande à prendre la parole. Si vous avez 2 minutes, il y a lui, il y a Mokhtar Lam, tout à l'heure, on leur donnera la parole éventuellement. Et il y a aussi le président du Haut Conseil de la jeunesse qui nous a interpellés parce qu'il a été lui-même interpellé par Moussa Bachiliba. Donc, du coup, on se sent un peu lié. Salah, donc rapidement. Si tu as une question, sinon j'ouvre le micro pour Mokhtar Lam. Qu'est-ce que je fais? Oui, je pense que nous avons toujours les questions sur, en fait, le chat et le Q&A. Donc, je pense qu'il faut ouvrir et donner l'opportunité d'une question live et on pourra y revenir si le monsieur le ministre... Alors, je vais leur demander d'aller vraiment droit au but parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Il ne faut pas qu'on abuse de la disponibilité du ministre. Donc, Mokhtar Lam, normalement, vous pouvez être... est-ce que le micro de Mokhtar Lam est... C'est bon, c'est bon. Voilà, Mokhtar Lam, rapidement. C'est ouvert. Vraiment droit au but. Oui, merci. C'était juste pour... bonsoir, monsieur le ministre. Content de vous revoir. C'était juste pour compléter la réponse donnée à par Moussa Bachiliba au sujet de la question sur ce que pourrait faire le CCM, mais sur les conditions de réussite de la stratégie de l'emploi sur l'aspect territorialisation. Je voulais juste compléter qu'en plus des éléments donnés par Moussa, à savoir l'implication de certains acteurs comme les collectivités territoriales et la société civile, j'ajouterai plus de coordination gouvernementale, autrement dit l'interministérialité qui permet de mettre ensemble toutes les stratégies sectorielles, mais également de promouvoir ce dialogue interministériel, ce dialogue entre acteurs qui permettra vraiment à un niveau j'allais dire central, au niveau de la primature, par exemple, dont le rôle principal, c'est d'animer et de coordonner l'action gouvernementale. C'est à ce niveau que les stratégies sectorielles et surtout les stratégies transversales ont la possibilité j'allais dire, d'être mieux comprises, d'être mieux conduites et d'être mieux évaluées pour une réussite totale. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci, M. Lam. Donc, on passe la parole rapidement à M. Sarr. Alors, M. Sarr, c'est le ministre qui a personnellement demandé à ce que vous interveniez. Donc, si vous pouviez aller direct au but, est-ce que votre micro est ouvert? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, M. Sarr? Oui, allô? Vous m'entendez? Très rapidement et droit au but. Voilà, vous m'entendez? Nous vous entendons très rapidement. Voilà, donc merci beaucoup, Excellence, Monsieur le ministre. Moi, comme vous l'avez dit, le secteur de la pêche est un secteur vraiment, comme vous l'avez bien dit, qui a une très grande potentialité. Aujourd'hui, ce que nous on demande, c'est la nationalisation du secteur. Je vais m'expliquer. Par exemple, en Mauritanie, ça fait 20 ans déjà, on est en train de faire des formations. Chaque 3 mois, il y a l'Académie navale qui fait des formations. Alors que jusqu'à présent, nous, on n'arrive pas à avoir des pêcheurs mauritaniens. Alors, il y a plus de 9300 et quelques pirogues étrangères qui sont actuellement ici. Ça veut dire 4000 pirogues étrangères artisanaux. Chaque pirogue, il y a au moins 4 personnes. Et toute cette flotte-là, c'est des pirogues étrangères qui devaient être des Mauritaniens. L'Académie navale, il y a 2 communautés de pêcheurs en Mauritanie. Il y a les gens de Niago et les Ibrahim. Nous, on a demandé depuis très longtemps, parce que nous sommes des pêcheurs artisanaux et nous maîtrisons toutes les techniques de pêche sans exception. Et donc, pourquoi ne pas nous mettre dans ces écoles-là et nous allons former les Mauritaniens?
Sinon, les pirogues étrangères qui viennent ici, je l'ai proposé, ça fait déjà 10 ans. Il y a 3 000 pirogues étrangères qui viennent. Chaque pirogue étrangère qui vient comme affrètement, on doit lui imposer un Mauritanien qui doit travailler avec lui. À terre, par exemple, à terre, les 80% des mareyeurs qui sont ici, c'est des étrangers. Les jeunes Mauritaniens, les scènes tournantes, la licence libre, il y a tellement beaucoup de scènes tournantes étrangères qui sont ici. Et chaque scène tournante, il y a au moins 40 personnes. Et donc, si on forme ces Mauritaniens-là, moi, je crois qu'aujourd'hui, quand il y a la délinquance et la pauvreté et que les gens commencent à partir à l'extérieur, c'est parce qu'ils ont découragé. C'est parce qu'ici, vraiment, il y a quelqu'un qui l'a dit, l'expert, il y a plus de transparence. Et nous, en tant que Mauritaniens, même les gardes-côtes qui sont en train de contrôler la mer, on a demandé qu'on fasse, comment dirais-je, une surveillance participative, qu'on puisse aller avec eux pour les aider à mer. Parce que nous, on ne veut pas, en tant que Mauritaniens, pêcher seulement. Nous sommes aussi des patriotes. Nous voulons contribuer. Le ministre de l'Environnement l'a dit et vous l'avez dit. Et nous, on est prêts pour vraiment aider l'État. Vraiment, bien qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent nous reprocher que ce que nous faisons, ce n'est pas notre travail. Mais nous sommes des patriotes. Parce que chaque Mauritanien, dans le coin où il est, il doit vraiment tendre sa main, en tout cas, travailler avec l'État. Merci, M. Sarr. Merci, M. Sarr. Nous allons donc donner l'occasion à M. le ministre de réagir. Et puis, on demande au président du Haut Conseil de la Jeunesse de se préparer et M. Hamadi Mbouche également. Nous allons aller rapidement, hein, on ne va pas trop s'attarder. Et M. Sidioul Khalifa aussi. Allez-y, M. le ministre. Ou si vous ne souhaitez pas réagir, juste noter, c'est bon aussi. M. Sarr vraiment a mis le doigt sur le point. Moi, ce que j'aimerais simplement, c'est qu'il nous passe ses coordonnées pour qu'on puisse entrer en contact direct avec lui et qu'on invite ici. C'est fait, nous allons vous les transmettre. Voilà, tout à fait. Mais je le remercie quand même. Vraiment, il a son constat est pertinent et ses propositions sont pertinentes et nous serions très honorés de pouvoir le rencontrer ici, moi et mon équipe. Donc, pour bénéficier de son expertise. Merci, M. le ministre. Hamadi Mbouche, est-ce que vous êtes prêt? Votre micro est ouvert très rapidement. Et c'est lui qui a Galaxy A10. Merci de se renommer parce qu'on ne connaît pas son nom, donc on ne peut pas lui donner, la parole à une marque de téléphone. Pareil pour Galaxy S20 aussi. Hamadi Mbouche, est-ce que Hamadi Mbouche, non, Hamadi Mbouche, son micro n'est pas ouvert, donc on va passer à Nguenor. Nguenor a demandé la parole. Et Sidi, est-ce que quelqu'un peut m'aider à identifier rapidement le président du Haut Conseil de la Jeunesse et Sidi Ould Khalifa, parce que je ne les vois pas sur la liste, elle est longue. Est-ce que M. Nguenor a son micro ouvert? M. Nguenor n'a pas son micro ouvert, alors donc on va passer au suivant. Est-ce que Sidi Ould Khalifa, Mamadou, tu peux m'aider à ouvrir le micro? Allô, bonjour, vous m'entendez? Je peux intervenir, c'est M. Nguenor? Allez-y, dépêchez-vous. Bonjour, monsieur le ministre. En fait, j'ai une question, c'est par rapport à la mise en place du crédit jeune promoteur. Je ne sais pas si dans le cadre de la stratégie de développement et de promotion des emplois, est-ce que le ministère a envisagé la mise en place d'un système de crédit jeune promoteur avec un autofinancement du porteur du projet? Je vous donne. Allô? Allez-y rapidement. Voilà, donc c'est ça. Donc l'idée, en fait, c'est la mise en place d'un crédit jeune promoteur avec un autofinancement du porteur de projet à hauteur de 10% en termes d'apport en fonds propres. Le risque, c'est que quand l'État finance la totalité des projets, il y a un risque que le projet soit détourné à d'autres fins qui ne correspondent pas à l'objectif premier. En fait, c'est ça ma question. Merci. C'est-à-dire donc on demande un apport de 10% pour le porteur du projet pour s'assurer qu'il n'y a pas de capter des financements. Exactement, tout à fait. C'est plus une contribution qu'une question en même temps. Mais Monsieur le ministre, si vous voulez réagir. Oui. Je n'ai pas bien écouté la question. Il y avait du bruit. Est-ce qu'il peut, Ablaï, tu peux juste, s'il te plaît, nous résumer la question qu'il a posée? Oui, à résumer, c'est pour les montages de projets ou pour les porteurs qu'on leur demande une quote-part, une participation d'à peu près 10% pour s'assurer que ce ne sont pas seulement des capteurs de financement pour assurer plus de chances de succès donc auprès. Voilà, résumé. Je suis totalement d'accord avec lui en fait, sur cette nécessité de participation de 10% parce que nous, dans le cadre de M. Moussarbeli, quasiment nous n'avons pas demandé de participation, ni d'intérêt, ni de comment on appelle ça, ni de garantie aux porteurs de projet. Nous l'avons fait parce que c'était donc une première expérience que nous avons mise en place pour permettre aux jeunes d'avoir
véritablement l'envie de faire des propositions, de proposer des projets. Mais je suis totalement d'accord avec vous que ça se fait dans les autres banques. Hein, quand vous et ça rejoint l'une des questions qui a été posée par rapport aux difficultés d'accès au financement au niveau des banques. Monsieur le ministre a été conçu effectivement pour permettre aux jeunes donc, de contourner les difficultés donc, posées par les banques, donc en leur donnant la chance d'avoir des financements déjà adaptés à leurs besoins, des financements sans intérêt. Donc les taux d'intérêt au niveau de la banque sont quand même exorbitants, c'est entre 17 et 18%. Nous, c'est 0%. Les garanties, on n'a pas demandé de garantie. Et même l'apport personnel, nous ne l'avons pas demandé. Nous l'avons fait, c'était juste pour permettre aux jeunes véritablement donc, de pouvoir avoir confiance en eux et de pouvoir avoir des projets. Mais ce qui est sûr que donc, ça a été une expérience, beaucoup nous l'ont dit. Et donc voilà, donc je prends note, c'est des 10% d'apport. Bon, ça dépendra de la taille aussi du projet. Merci, merci Monsieur le ministre. Alors, la parole est à Monsieur Sidi Ould Khalifa. Très rapidement, Monsieur Sidi Ould Khalifa de la situation. Oui, bonjour. Oui, bonjour Monsieur le ministre. Bonjour Bathily, bonjour tout le monde. Voilà, je remercie Monsieur le ministre de l'intérêt qu'il a apporté aux différentes réunions et échanges que nous avons eus. Mais je pense que nous pourrons faire beaucoup de choses ensemble au niveau de l'association des maires et des départements. Notamment quand ils ont lancé le Mustaqbali ou Mihnati, nous pensons que le potentiel territorial est extrêmement important pour créer des emplois territoriaux, des emplois locaux. Aujourd'hui, il y a énormément de niches d'emplois, énormément de besoins au niveau des territoires qui sont facilement prenables en termes d'emploi. D'autant que la stratégie nationale de la décentralisation et du développement local, que je ne vous apprends rien, Monsieur le ministre, prévoit comme axe majeur également de cette stratégie de mise en œuvre et de développement local l'emploi. Au-delà du fait que votre stratégie propre prévoit cette dimension évidemment et voit l'appellation du ministère. Et donc je pense que je souhaite qu'avec les CCME, qu'on puisse développer des échanges pour tout à l'heure quand j'ai posé la question, pour que chaque cadre expatrié puisse, peu importe la commune, peu importe le territoire, qu'il puisse mettre en œuvre exploiter tous ces réseaux pour faciliter la création de petits emplois locaux, d'emplois verts. L'environnement, vous avez tout à l'heure cité, mais l'environnement, tous les citoyens des communes peuvent être transformés en gardiens de l'environnement. Un gardien plutôt qu'un déprédateur de l'environnement, plutôt qu'un destructeur, qu'un agent de destruction de l'environnement. Et donc, voilà, il y a énormément de potentiel ici et énormément de possibilités que les cadres de CCME apportent quelque chose dans leurs communes respectives ou dans les communes voisines de leurs communes respectives. Ça tient à très peu de choses et c'est extrêmement porteur. Ne voyez pas, je souhaite vous dire que le petit peu d'effort que vous faites n'est pas un petit effort. C'est un petit effort à votre niveau, mais vu de l'angle de la commune, de l'angle des citoyens que vous avez laissés derrière vous, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Parce que vous aidez, vous contribuez à maintenir les gens dans leur terroir, vous contribuez à leur faire sortir de la terre ce qu'ils recèlent, plutôt que de leur envoyer l'argent. Voilà, merci beaucoup encore une fois. Je pense que M. Bathily aussi a fait un très bon exposé. Et il maîtrise certainement bien la question. Merci beaucoup. Merci Dr. Barou. Merci Sidi Ould Khalifa. Merci. Est-ce que M. Taleb Brahim Ould Mohamed Yahya, c'est lui le président du Conseil des jeunes ou pas? Taleb Brahim Mohamed Yahya, on va bientôt arrêter. Dans 3 minutes, il va falloir qu'on arrête. Allô, bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y, vous avez la parole. Taleb Brahim Mohamed Yahya. Bon, il n'est pas disponible. Nous allons passer la parole à Brahim Bouéji et ça va être le dernier intervenant. Malheureusement, on ne peut pas prendre tout le monde. Brahim Bouéji, est-ce que Brahim Bouéji a son micro ouvert? Brahim Bouéji, vous avez la parole. Alors, bon, bonsoir. Là, c'est Brahim qui ouvre son micro. Allez-y, dépêchez-vous, s'il vous plaît. D'accord, merci. Bon, c'est simplement, je vous salue d'abord et je remercie son Excellence, Monsieur le Ministre, de son intervention. Je puis suivre le début de cette conférence et malheureusement, j'ai dû partir pour justement faire
la prière et puis on m'a dit que vous m'avez interpellé. C'est pour cette raison que je me suis reconnecté. Alors, en ce qui concerne la question de l'emploi, il y a beaucoup de choses à dire. Son Excellence le ministre a partagé un diagnostic que je crois tout le monde le partage également. Maintenant, ce qu'il faut plutôt, c'est de se concentrer sur des actions qui vont permettre justement d'améliorer l'employabilité des jeunes et donc, par conséquent, diminuer le taux de chômage qui ne cesse d'augmenter, bien sûr, évidemment, avec le Covid qui a fait que, malheureusement, faire payer à la jeunesse mauritanienne le plus grand prix. Alors, pour aller directement vers le vif du sujet, comme c'est une série de questions, moi, j'aimerais savoir pour le ministre, son Excellence le ministre, quels sont, dans les très courts termes et les moyens termes, les mesures que le ministère compte donc prendre pour prendre en charge les jeunes porteurs de projets. Je parle des jeunes qui ont vraiment des initiatives et des projets qui veulent les mettre en œuvre. Je sais qu'il y a Meshroui Moustaqbali, mon projet Mon Avenir, qui a permis le financement de 500 jeunes, mais nous avons tout récemment fait réalisé un programme de renforcement des capacités des jeunes où on a parcouru tout le territoire national. On a vu que les jeunes Mauritaniens actuellement sont très intéressés par l'entrepreneuriat et ils veulent vraiment s'investir dans des activités entrepreneuriales, à savoir mettre en place des projets, et ils sont beaucoup plus conscients actuellement aussi de la question de l'agriculture, de s'investir dans l'agriculture, et ils ont vraiment du potentiel et ils ont de l'enthousiasme et ils veulent que les institutions, que ce soit publiques ou privées, les accompagnent. Maintenant, j'aimerais savoir si le ministère a Allez rapidement parce qu'on manque vraiment de temps et il y a 2-3 personnes qu'on doit encore prendre. Vraiment, on est à court de temps. Allez rapidement, s'il vous plaît. Bon, il faut donner la parole à la jeunesse. Hein. Quand on parle des jeunes, il faut les écouter aussi. Hein. Vous avez raison. Parfait. Alors, en ce qui concerne, ça c'est une question que je me pose. Et je sais que le ministre a déjà donné quelques éléments de réponse, mais j'aimerais savoir de manière très concrète quelles sont les mesures à faire dans le très court terme. Là, je veux juste faire allusion à quelque chose que nous avons plaidé pour, à savoir la mise en place d'une structure nationale d'accompagnement des projets de jeunes. Et donc, la mise en place aussi de certaines autres mesures, comme par exemple un fonds de l'entrepreneuriat, ce qui a été justement annoncé dans le cadre de programmes prioritaires de président élargi. Donc, ça prévoit un fonds dédié à l'emploi et un autre fonds dédié à l'entrepreneuriat. J'aimerais savoir comment ces mécanismes-là, c'est-à-dire comment le ministère compte travailler avec ces fonds, et comment est-ce qu'il y a vraiment une action qui sera bientôt faite, par exemple, dans ce sens. Surtout que le ministre a partagé tout à l'heure un diagnostic rapide sur les performances de l'ANAPEJ qui s'avère malheureusement négatif. Donc, est-ce que le ministère compte vraiment mettre en place une nouvelle structure ou garder la structure, donc la coordination des projets d'emploi comme étant le pilier de tout ça, qui va permettre donc de faire tout ce travail-là d'accompagnement et de financement des jeunes. Et, merci, M. Taleb Brahim. On va vraiment devoir y aller parce que ça fait 2h30 qu'on est en ligne et ça commence à peser. Alors, Monsieur le ministre, vous avez été interpellé directement, ça c'était une question, donc si vous voulez bien réagir. Oui, mon cher Abdoulaye, rassurez-vous, je peux encore prendre des coups et en donner, ne vous en faites pas. Hein. J'ai encore de l'énergie. En fait, en réalité, cet échange est extrêmement important pour nous. Je pense que je lui donnerai le temps vraiment qu'il va requérir parce que véritablement, ce sont des interventions qui sont extrêmement importantes pour nous, extrêmement importantes. Je veux vraiment remercier cette initiative. Donc, juste pour répondre très rapidement à la question de Taleb Brahim, effectivement, il pose la question des jeunes qui ont un regain d'engouement pour l'entrepreneuriat, pour l'initiative privée. Donc, les jeunes comprennent que désormais, comme on l'a dit tout à l'heure dans les discussions, que l'État à lui seul ne peut pas prendre en charge la situation de l'emploi. Et que tout le monde doit s'y mettre. Donc, c'est important. Effectivement, M. Moustaqbali a déclenché, a donné beaucoup d'appétit aux jeunes. Parce que simplement, je vous dis une chose, c'est qu'avant, ça ne se faisait pas comme ça. Donc, c'était restreint, c'était sur des bases
politicien, il fallait connaître tel ou tel, etc., etc. Il fallait être donc du pouvoir, etc., etc. Nous avons totalement changé la donne. Nous avons dit non, ces projets sont pour tous les Mauritaniens, indépendamment de leur position donc politique ou géographique ou quoi que ce soit. Et donc c'est pour ça que nous avons eu un nombre, nous avons eu beaucoup de demandes. Malheureusement, nous n'avons pas pu donc aller au-delà de 500 porteurs de projets pour la première phase. Le gouvernement nous a donné le feu vert pour prendre en charge 500 nouveaux. Et c'est pour ça que nous sommes en train donc de rénover le dispositif de M. Moustapha, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'arrivée donc le 14 décembre donc d'une mission de l'Agence française pour le développement, qui va véritablement nous aider à mieux structurer, donc mieux connaître d'abord l'environnement de l'entrepreneuriat, et nous proposer une nouvelle formule de M. Moustapha Belli, donc qui va véritablement nous permettre de donner la chance à tout le monde. Et donc effectivement, vous avez parlé donc de ce que nous sommes en train de faire. Je vous l'ai dit, je vous dis la réponse que nous sommes en train de faire à cette question lancinante du chômage que nous avons trouvé devant nous. Je le répète encore parce que il faut quand même que les gens comprennent qu'en moins d'un an, nous avons fait bouger un peu les choses. Et il y a bien évidemment la question donc, de l'auto-emploi que nous sommes en train de développer à travers ces initiatives, que ce soit M. Moustapha ou d'autres projets. Nous avons le projet de PNIM, qui a été doté d'un fonds, qui concerne aussi les entreprises. Nous sommes en négociation aussi en partenariat avec le Conseil des femmes d'affaires. Ça, c'est pour répondre à la question du genre posée tout à l'heure par Moussa. Donc, il y a des femmes qui ont d'excellentes initiatives, d'excellents projets. Nous les avons rencontrés et nous sommes donc en train de voir avec elles comment est-ce qu'elles vont mettre en place ces projets-là. Et donc, nous avons également la question de la formation professionnelle insertion, dans le cadre de Mihiti. Et donc, l'idée, c'est effectivement une formation qualifiante assez rapide. Ensuite, aider ces jeunes à s'insérer dans la vie active, soit à travers leur propre projet, ou on les place ailleurs. Donc, une question a été posée par rapport à l'ANAPEJ. Effectivement, avant d'arriver à l'ANAPEJ, c'est les fonds. Donc, nous avons, ça c'est aussi des innovations. Nous sommes en train de créer 2 fonds. Vous avez bien fait de poser la question des mécanismes. Nous sommes en train de les travailler. Ces fonds sont logés au niveau de la CDD. Donc, la caisse de développement et de dépôt. Donc, il y aura donc un comité de sélection de ces fonds pour que ça soit vraiment très transparent. Donc, voilà, aussi bien celui du Fonds spécial de l'emploi que du Fonds de l'entrepreneuriat. La question de l'ANAPEJ, elle se pose. Donc, depuis quelques mois, effectivement, nous sommes en train de réfléchir sur sa restructuration. Telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, ça ne marche pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, de façon ouvertement, en disant que le public mauritanien, surtout des jeunes, n'est pas du tout satisfait des prestations de l'ANAPEJ. Donc, je vous rappelle que c'est une agence qui compose quasiment 190 personnes, donc quasiment les 95% sont basés à Nouakchott. Donc, il y a un rapport qui a été produit par Pôle Emploi France. Et le rapport, il est clair. Donc, je vous donne juste un indicateur. 67%, dans ce rapport, il est écrit que 67% ne savent même pas situer le siège de l'ANAPEJ à Nouakchott. Ça, c'est quand même inquiétant. Je vous l'ai dit, au niveau du fonds de l'emploi qui était logé au niveau de l'ANAPEJ, quasiment en 10 ans, le taux de remboursement n'a pas dépassé 18%. Est-ce qu'on doit continuer à donner de l'argent comme ça dans le vent? Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de dysfonctionnements aussi au niveau des compétences. Au niveau de l'ANAPEJ, il faut les voir. Donc, les conseillers emploi qui sont là-bas. Donc, je ne tire pas sur tout le monde, mais il y a quelque chose. Il y a quand même, il faut revoir les choses. Je pense que c'est la culture de la transparence que nous avons aujourd'hui, la culture de l'ouverture, me permet de parler ouvertement de ces questions, parce que si on ne met pas les choses sur la table, on ne va pas s'en sortir, on va rester toujours dans le cercle vicieux. Donc, restructuration de l'ANAPEJ, ça s'impose. Nous allons le faire. Elle ne va pas disparaître. Juste pour vous rassurer, pour rassurer mes amis de l'ANAPEJ, c'est quand même une entreprise il y a du monde dedans, il y a de très bonnes qualités, il y a des gens qui sont très bons là-bas, donc il ne faut pas aussi le sous-estimer. Le problème, c'est peut-être la gouvernance de façon globale, c'est cette agence qu'il faut revoir. Mais il y a des compétences au niveau de l'ANAPEJ, il y a des gens qui sont très très bien, donc il faut simplement leur donner l'environnement dans lequel ils vont pouvoir aider. À relever cette question de l'emploi. Elle va rester, elle va simplement être restructurée pour se concentrer sur l'intermédiation. Donc, notre objectif, c'est clair, c'est que si un Mauritanien vient,
dépose un dossier donc, au niveau de l'ANAPEJ, que ce dossier ne reste pas dans les tiroirs pendant 10 ans, que la personne, au moins le minimum, c'est que la personne soit alertée, qu'on lui dise, oui, on vous a trouvé du travail ou pas, pourquoi vous n'avez pas eu du travail, parce que votre diplôme n'est pas adapté, venez, on va vous faire le test. Donc, bon, tout ce que vous disiez tout à l'heure, au niveau donc, du conseil, au niveau du placement, etc. Donc, moi, j'ai envie que l'ANAPEJ soit donc, en pointe au niveau des placements, qu'elle ait de très bons contacts avec les entreprises, qu'elle puisse placer, donc trouver du travail pour les jeunes, qu'elle puisse trouver donc, des stages pour les jeunes, qu'il y ait de l'inclusion, que ça soit clair et que les méthodes donc, de travail soient transparentes et claires. Voilà donc ce vers quoi donc, nous voulons donc, évoluer. Quoi. Maintenant, en ce qui concerne donc, la coordination des projets emploi jeunes, ça n'a rien à voir avec l'ANAPEJ. La coordination des projets emploi ne fait pas d'intermédiation. La coordination des projets emploi jeunes, elle gère les financements extérieurs. Comme je vous l'ai dit, les financements extérieurs étaient éparpillés. Donc, ça partit dans tous les sens. Et donc l'une des demandes, donc, des requêtes des partenaires, c'est qu'ils voulaient avoir un organe donc, qui fédère tous les financements. Et c'est ce que la coordination des projets emploi est en train de faire. Et d'ailleurs, dans le cadre du projet emploi jeune que nous sommes en train de préparer avec la Banque mondiale, donc la coordination des projets emploi jeunes, emploi elle a signé des conventions avec des partenaires, y compris l'ANAPEJ, donc le CAASO et donc l'INAP FDP. Voilà, donc Brahim, donc Abdoulaye, donc assez rapidement, donc mes réponses à propos de ces questions. Merci, monsieur le ministre. À remercier, si tu me permets, donc, Abdoulaye, juste à remercier Sidi. Donc, Sidi Khalifa qui nous a beaucoup aidé avec donc, ses collègues, donc les maires, beaucoup aidé au plan des idées, au plan donc, des conseils et tout ça. J'avoue que le fait que nous reprenions, que nous puissions, donc, le fait de revoir le mode de fonctionnement de M. Moustapha pour la deuxième phase est venu de nos discussions et des remarques qui nous ont été faites par les membres de l'association des maires. Merci, monsieur le ministre. Je m'apprêtais à dire que si j'étais quelqu'un de l'ANAPEJ ou le directeur de cette institution, je ne dormirais pas tranquille. Mais bon, on nous rassure, l'agence ne va pas disparaître, elle va être structurée. Hein? Non, mais parfois, c'est peut-être de mettre un petit coup de pression aussi, surtout quand les gens dorment et qu'il y a tous ces moyens-là. Alors, est-ce que le micro de Brahim Bouhi est ouvert? Si le micro de Brahim Bouhi, qui est vice-président du CCME, cadre de très haut niveau du CCME, de Mauritanie d'ailleurs, est-ce que le micro de Brahim est ouvert? Non? Non, le micro de Brahim n'est pas ouvert. Bon, écoutez, Hamadi Mbouch non plus. Alors, est-ce Diawara, c'est Souley Diawara ou Suleiman Diawara? Abdoulaye, le micro de Brahim est ouvert. Le micro de Brahim est bien ouvert. Oui, mais Brahim, oui, Brahim Bouhi. Je voudrais m'excuser parce que les questions que je voulais poser ont été en fait abordées par Sidi avant moi. Donc, je ne vais pas garder la parole pendant longtemps. Juste donner une petite précision, une petite comparaison à faire. Je prends le cas de la France. 80%, près de 80% des offres d'emploi sont le fait de petites entreprises, de moyennes, très petites et même familiales. Ce n'est pas les grands groupes industriels comme on a tendance à le croire. Et chez nous, est-ce que cette logique-là, on va la développer dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une offre territoriale. Ça rappelait au niveau des familles, au niveau des municipalités, des régions, et qu'un emploi qui est créé, même dans un cadre familial, c'est toujours un emploi, il n'est pas dévalorisé. Donc, est-ce qu'une action a été menée justement pour impliquer et les régions, et les départements, et les municipalités? Oui, merci Ibrahim. J'ai vu effectivement la suggestion de M. Camara pour qu'un autre débat soit organisé. Mais avant cela, on en parlera tout à l'heure. Donc, Monsieur le ministre, une réaction par rapport à l'interpellation de Brahim Bouhi. Oui, je voudrais vraiment saluer mon grand frère Brahim, donc Bouhi. Et tout à fait, effectivement, il pose une problématique qui est tout à fait pertinente. Effectivement, donc il y a un travail à faire dessus. Donc,
comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'emplois qui sont créés vraiment au niveau familial. Hein. Donc, nous, on est en train de voir, peut-être pour réactualiser donc les statistiques, pour voir un peu la dimension de ces emplois au niveau familial. Donc, je pense qu'avec l'Office national des statistiques, très probablement l'année prochaine, nous allons nous pencher là-dessus. Je pense que j'attends de voir démarrer cette enquête et ces résultats pour avoir une idée beaucoup plus précise. J'avoue qu'on n'a pas des données à ce niveau-là. Mais en tout cas, en ce qui concerne la territorialisation, je pense que tout ça, ça rentre dans le cadre de la territorialisation. Enfin, il y a une partie de votre question qui rejoint la territorialisation, une fois qu'on en a discuté tout à l'heure, hein, de la nécessité donc de le faire. Mais pour cette question particulière, en ce qui concerne donc les emplois au niveau familial et tout cela, donc j'aimerais bien les comprendre donc, dans le cadre d'une enquête beaucoup plus... voilà, c'est bon? OK. Très bien. Merci, monsieur. Là, donc je prends note. J'avoue que je n'ai pas vraiment la réponse adéquate et précise là-dessus, mais merci quand même de m'avoir interpellé sur cette question. Monsieur le ministre, pour être du domaine, nous savons, il faut le saluer, c'est un courage rare qu'un acteur accepte d'être comme ça, sans filer, en direct, prendre des questions et y répondre, alors que rien n'a été bordé, rien n'a été prévu, rien n'a été programmé, ce n'est pas calculé, ce n'est pas du tout contrôlé. Et donc, on s'attend bien sûr à ce que vous n'ayez pas tout de suite les réponses à toutes les questions. Et c'est d'ailleurs un bon signe de la bonne santé de cette intervention que nous avons là. Est-ce que M. Hamadi Mbouch a son micro ouvert? S'il ne l'a pas, on va donner la parole à M. Tijane Ouagui. Tijane Ouagui, est-ce que votre micro, vous pouvez l'ouvrir? Oui, oui. À vous. Oui, bonsoir, Monsieur le ministre, bonsoir à tous les intervenants. Moi, c'est plutôt une suggestion au lieu d'une question. C'est bien, je trouve, la question des politiques pour encourager l'insertion, mais je trouve qu'il est important d'intégrer le volet communication, parce que sur le cas de l'ANAPEJ, il y a le fait que, par exemple, des jeunes ne sont pas au courant, donc je pense que c'est très important qu'en amont, qu'on pense la communication externe soit prise en compte pour une meilleure efficacité pour le plein potentiel, l'exploitation du plein potentiel des politiques publiques pour l'emploi. Merci. Moi, j'ai un peu... Merci. Précis, court, rapide, et puis ça s'adresse à la bonne personne, Monsieur Taleb étant lui-même un communicant. Monsieur le ministre. Oui, tout à fait, vous avez totalement raison. Donc, bon, c'est vrai qu'on a tendance souvent à tout mettre sur la communication. Oui. Donc, mais il a totalement raison, Ouagui, hein, il a totalement raison. Donc, nous avons besoin en réalité de communiquer sur tout, hein, pas uniquement sur les questions de l'emploi, mais nous avons besoin de communiquer sur tout, mais de façon surtout donc de façon transparente. C'est pour ça que j'aime bien ce genre d'échange, parce que ça nous permet véritablement donc, de lever le voile et donc en toute responsabilité et donc de poser donc les questions qu'il faut et de donner la parole à tout le monde, la possibilité à chacun de s'exprimer. Oui, je vous remercie pour votre intervention et j'espère que dans la question vous avez abordé la prospection des profils pour l'insertion des jeunes de la diaspora. Donc, j'espère que dans le futur, ça se concrétisera parce que nous, les jeunes de la diaspora, nous sommes vraiment motivés pour apporter notre apport à la patrie et même sans y être, on contribue à des projets tout en étant à l'étranger. Donc, je suis de la même formation que vous, je connais un peu votre profil. Donc, j'espère vous rencontrer un jour pour aborder cela. Je remercie tous les participants et les intervenants pour la qualité de cet échange et pour dire que c'est un bon début en espérant que ça va continuer. Abdoulaye, je pense que Ouagui, il a fait le résumé, hein, il a fait la conclusion. Hein. Il a fait la conclusion je le remercie, il a conclu à notre place, nous tous. Hein. Absolument. Et Monsieur Ouagui, nous-mêmes, le CCMO, on a besoin de votre contact. Après, on se prendra, si vous êtes de l'extérieur, bien sûr. Oui, il n'y a pas de souci. Ouais. Bien sûr. Alors, Monsieur le ministre, j'ai aussi compris le message subliminal. Je vais prendre un dernier, c'est Ebbe Oulbaba. Et après, promis, on arrête là. Ok, avec plaisir. Mais attends, en attendant que Ebbe ouvre son micro, Moussa Batiliba. Oui, bonjour. Oui. Est-ce que Moussa a une réaction par rapport à toutes ces interventions qui sont passées avant que... Oui, bonjour.
Le micro de B est ouvert. Bonjour. Alors, Ebbe, vas-y. Bonjour. Ebbe, bonjour, nous t'entendons. Ebbe, on t'entend très bien. Vas-y, pose ta question, s'il te plaît. En fait, je vais faire une observation ou deux. Je pensais que Diagana, tout à l'heure, quand il a parlé de la sécurité alimentaire, il allait faire mention de mon article que j'ai écrit récemment, dans lequel j'ai mis l'importance de ce terroir pour créer l'emploi. Franchement, si nous pouvons assurer cette sécurité alimentaire dans les zones du fleuve, dans la vallée, je pense qu'on résoudrait 90% de nos problèmes d'emploi. Merci, c'est noté, Ebbe. C'est bien Je noté. voudrais aussi faire une mention que nous avons beaucoup de diplômés chômeurs, dans les filières sociales et littérature. J'avais suggéré qu'on puisse monter des formations techniques à ces jeunes diplômés pour leur apprendre des produits de secteurs où ils peuvent avoir des emplois, par exemple les banques, les techniques bancaires, les assurances, et puisqu'ils ont déjà leur diplôme, si on leur donne une formation, ils peuvent être insérés dans le cadre de ces institutions qui sont demandeurs d'emploi. Merci. Enfin, je ne veux pas être plus long, je remercie le ministre. Nous avons senti que c'est M. Taleb, l'un de nos anciens collègues, qui est en train de discuter avec nous. Vraiment, je le remercie pour cette ouverture d'esprit. Et merci. Merci, Ebbe. Effectivement, c'est un collègue. C'est pour ça qu'on se sent en famille. Lui, il a eu la patience d'attendre 2h30. Je ne pense pas qu'un autre l'aurait fait. Merci, Taleb, nous le relevons bien. Donc, voilà, par rapport à Ebbe disait, j'ajoute un petit point. Effectivement, on a vu de très grands communiqués d'entreprises internationales d'audit, par exemple, ici, y compris en France ou aux États-Unis, qui sont allés récupérer des littéraires pour en faire des auditeurs. Donc, est-ce qu'il est possible d'envisager ce genre de choses-là en lien avec la question d'Ebbe? Très bien. Donc, en tout cas, vraiment, je ne sais pas, Ablaye, on est en train de conclure ou vous me donnez la parole pour conclure ou pour répondre? Je ne sais pas. On vous donnera le dernier mot. C'est juste pour répondre à cette question. Après, on va conclure. Promis, juré. Je ne cache pas, mais je promets, je jure. D'abord, je voudrais vraiment confirmer à Ebbe, effectivement, qu'Ablaye lui a piqué son article qu'il a publié sur Freedom. Donc, c'est un article qui est très documenté. Moi, je l'ai lu. Ebbe me l'a envoyé sur mon WhatsApp. C'est un article qui pose véritablement la problématique donc, du potentiel que nous avons, surtout le potentiel agricole, et la nécessité, véritablement, comme on l'a dit tous, donc de pouvoir orienter nos populations, surtout les jeunes, leur donner donc l'envie et le goût de travailler, d'exploiter ces secteurs-là. Voilà, donc je prends note, j'ai lu l'article. J'ai pris note et ça va certainement donc nourrir mes discussions. Donc j'avais déjà commencé avec mon collègue donc du développement rural, Dioulizène, donc avec lequel donc nous avons un programme donc de création d'emplois dans le secteur agricole. Ça c'est juste par rapport à Ebbe. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Nous arrivons donc à la fin de cet exercice, vraiment qui est rare dans nos pays, à accepter, voir un responsable de ce niveau-là accepter sans filer de faire face. Mais bon, on connaît Taleb, on sait d'où il vient, ça ne surprend pas. Nous avons une suggestion. Cette intervention a été orientée autour de l'emploi et de l'insertion. M. Camara qui nous demande de rééditer l'exercice, mais cette fois, pour les jeunes, pour que vous puissiez un peu connaître leurs attentes, leurs préoccupations, leurs besoins. Je ne doute pas que Taleb va accéder à cette demande-là et que, bien sûr, on pourra organiser ce genre de rencontre. Donc, je vais remercier tout le monde pour la patience, pour la mobilisation, pour la disponibilité. Moussa Bachiliba, si vous avez un dernier mot, et ensuite, Taleb ou Sid Ahmed, et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moussa Bachiliba.
Merci. Très rapidement. Ah oui, vous avez donné la parole à Moussa. Pardon? Oui, Moussa. Je voudrais remercier tout le monde pour cette participation et faire une recommandation ultime à Taleb comme ministre. Je sais qu'il va y accéder. C'est qu'il faut dialoguer de façon intensive avec toute la jeunesse et trouver les canaux les plus adéquats parce que ce sont eux qui sont concernés et c'est vraiment un gage de réussite pour notre pays, c'est que les jeunes puissent s'exprimer, exprimer ce qu'ils attendent du gouvernement, de la nation et nous sommes tous donc co-responsables de cette situation-là qui est de l'emploi pour tous. Je vous remercie. Merci Moussa Bachiliba. Maintenant, le dernier mot, Monsieur le ministre. Vraiment, avant le dernier mot, nous vous remercions d'avoir accepté cet exercice-là. Voilà, donc merci à vous. Merci beaucoup. J'ai juste vu tout à l'heure, avant que Moussa n'intervienne, je crois que j'ai vu un commentaire passer là. Il y a une de nos sœurs, une jeune femme qui a écrit que, je pense qu'à juste titre, hein, que nous sommes vraiment, que nous n'avons pas été équitables sur le plan du genre, parce qu'il n'y a aucune femme qui a intervenu, à part bien sûr Dr Salah. Et donc, je pense que c'est important donc, puisque nous parlons de genre et tout ça, donc de le prendre en considération les prochains. Bon, voilà, je pense que c'était important quand même donc, de répondre par respect à son commentaire. Et effectivement, on l'a vu. Voilà, donc je voudrais dire vraiment à toute mon équipe et moi nous avons été véritablement éclairés sur beaucoup de points. Ces échanges ont été très fructueux. Moi, j'ai beaucoup appris en tant que ministre donc, sur les limites de la stratégie que nous sommes en train de mettre en place et la nécessité donc, de la nourrir par les réflexions que vous avez faites, mais également les interventions et les questions qui ont été donc adressées par le public ici connecté. Je voudrais vraiment vous remercier une fois encore pour tout cela. Moi, ce que j'aimerais simplement, je sais que vous l'avez prévu, c'est de nous faire un petit rapport sur, donc une petite note sur ces échanges pour que qu'on puisse le garder. Pourquoi pas une note comme vous l'avez fait d'ailleurs pour les autres secteurs, hein, qui peut arriver même donc une note qu'on va transmettre au plus haut niveau. Hein. Donc moi je pense que ce serait important vraiment donc qu'on ait une note vraiment donc sur ces échanges, avec bien évidemment donc des recommandations et donc des solutions et l'affiner avec donc au plan international, au plan de la pratique internationale, quelles sont les expériences qui ont réussi ailleurs, qu'on peut répliquer aussi donc dans notre contexte. Je voudrais vraiment remercier le président Barrow, mais également M. Abdoulaye et tout le monde. Donc, Moussa, donc là, je suis juste en train de lire les noms qui s'affichent devant moi, Mustafa et tout ça. Sada, merci beaucoup pour l'excellent Coran. Et quand on entend le Coran, c'est toujours réconfortant. Donc, on oublie un peu les affres de la vie, on oublie donc... c'est important, donc vous avez une très belle lecture parce que c'est important quand même, donc la belle voix, la belle tonalité donc, de celui qui lit le Coran, donc c'est très important merci d'avoir commencé par ça. Donc voilà, et encore une fois, je voudrais vraiment vous remercier tout le monde et continuer, ces échanges sont extrêmement importants pour nous, vous ne pouvez pas savoir combien c'est important pour nous. Et merci. Au plaisir, donc et à très bientôt, merci beaucoup. Merci, Mamadou Barrow, mot de remerciement, Président. Oui, bon, juste pour remercier tout le monde, en commençant par Moussa Bathily du CCME et aussi notre frère et ministre dont nous sommes très fiers. Vraiment, c'est une excellente chose. Et la remarque qu'il a faite par rapport à la question du genre est une remarque tellement importante que d'ailleurs nous pensions au niveau du CCME il y a quelques réflexions pour avoir un thème spécialement sur les femmes, parce que quand on parle d'agents du changement, les femmes sont en avant. Donc, c'est incontestable et je crois que qu'on a aussi besoin d'avoir plus de participation de femmes au niveau de tout ce qui se fait, quoi. Par ailleurs, je remarque qu'il y a des questions qui n'ont pas été... bon, à cause du temps, on n'a pas eu le temps de les aborder. Bon, mais je promets aux personnes qui ont posé ces questions, parce que nous les avons dans notre système, que nous les transmettrons au ministre et au ministre de répondre, parce qu'on a aussi les emails de tout le monde.
Vraiment, pour nous, c'est une expérience, tout simplement, dans le sens de mettre en relief, en rapport, toutes les parties prenantes. Et quand je parle de toutes les parties prenantes, je parle de tout ce qui est important pour la Mauritanie. Évidemment, l'État mauritanien, la jeunesse mauritanienne, la société civile mauritanienne, les partis politiques mauritaniens, tout ce monde-là, on est tous Mauritaniens et nous œuvrons pour l'émergence de ce pays-là. Donc, je pense que c'est ce cadre que nous voulons créer et nous sommes ouverts à des propositions, à des discussions sur des thèmes qui ont directement accès à l'émergence du pays. Donc, vraiment, merci tout le monde. Et nous continuerons ces séries de conférences. On est vraiment ouverts à tout le monde et on les fera de façon... On avait fait d'ailleurs une petite enquête au niveau de l'audience pour avoir leur perception de ces conférences et beaucoup avaient proposé qu'on ait ça une fois par mois ou une fois par 2 mois. Donc, je pense que le CCME se préparera pour qu'à l'avenir, nous ayons de façon régulière ce genre de conférence parce que ça contribue à l'émergence du pays. Merci, merci encore une fois et bonne fin de soirée et bon week-end à tout le monde. Merci, Monsieur Barrot. Donc, merci à tous d'avoir bien voulu nous suivre aujourd'hui. Donc, c'était un débat, une discussion vraiment à cœur ouvert avec Monsieur le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Taleb Sid Ahmed. Merci d'avoir accepté d'inviter à ces questions-réponses en direct sans filer encore une fois. Merci à Chinti TV d'avoir relayé cet échange. Merci à tous ceux qui nous ont aidés techniquement à être sur Facebook et sur YouTube. La suite bientôt. Nous avons vu un ministre de la Jeunesse vraiment décomplexé qui a répondu, mais vraiment sans langue de bois. Vraiment, tout c'était clair, on l'a vu. Là où il y avait des gaps, il les a mentionnés. Et aussi la contribution que le CCME entend faire pour que les citoyens puissent accéder aux décideurs, aux politiques, afin que la gouvernance puisse être la meilleure. Merci, au revoir, bon week-end. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde. Merci. Merci. Merci, monsieur.